Une jeune milliardaire donne de la nourriture à une petite fille pauvre par une nuit froide. Des années plus tard, après un accident, elle est hospitalisée dans un état critique. Une médecin lui prend la main et dit tout bas, « Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de toi. » Et elle est choquée en entendant cela. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La nuit était plus froide que d'habitude. Le vent coupait comme un rasoir sur ses petites mains gercées. La fillette, qui ne se souvenait même plus de son vrai nom, soufflait de l'air chaud entre ses doigts tout en marchant près des murs des immeubles. Peut-être que la brique gardait encore un peu de chaleur de la journée. Peut-être 6 ans, 7, elle n'en était pas sûre. Le temps dans la rue se mesurait à la faim et au sommeil, pas au jour. Et aujourd'hui, la faim se faisait plus forte que d'habitude. Les lumières de l'avenue principale clignotaient, colorant les flaques d'eau de reflets rouges et bleus. La ville ne dormait jamais vraiment, mais à cette heure, presque minuit, tous les bons endroits avaient fermé. Ne restaient que les ruelles et les restaurants chics où les restes, si on avait de la chance, étaient meilleurs que la plupart des repas. Elle connaissait l'horaire par cœur. Le restaurant italien du coin jetait ses restes vers minuit et quart. Les employés sortaient par l'arrière, traînant des sacs poubelles noirs. Certains faisaient semblant de ne pas la voir, d'autres lui criaient de partir. De temps en temps, l'un d'eux laissait un sac entrouvert avant de s'éloigner. La petite fille se cachait derrière la grosse benne à ordures vertes, serrant ses genoux contre sa poitrine. Son manteau fin, trouvé dans un don d'église des mois auparavant, n'offrait plus beaucoup de protection. Les chaussettes déchirées dans ses baskets trop grandes étaient humides à cause de la légère pluie tombée plus tôt. La porte arrière s'ouvrit avec un grincement familier. Un homme en tablier blanc traîna 2 sacs lourds jusqu'à la benne. Elle se recroquevilla encore plus, retenant son souffle. L'homme regarda autour de lui, soupira et rentra. Il ne l'avait pas vu. Comptant jusqu'à 20, elle attendit encore un peu avant de bouger. Elle ne s'approchait jamais trop vite. Elle avait appris l'existence de la caméra de sécurité dans le coin de la ruelle et celle du cuisinier qui revenait parfois chercher quelque chose qu'il avait oublié. Elle rampait vers le premier sac quand elle entendit « Il y a quelqu'un ?» La voix était douce, féminine. Elle ne ressemblait pas à celle d'un employé. La fille se figea sur place, le cœur battant. Se faire attraper pouvait signifier être emmenée, et être emmenée était toujours pire que de rester. « Je t'ai vu te cacher. » La petite fille resta immobile, espérant que l'obscurité suffirait. Mais alors, la lampe de poche d'un téléphone illumina son visage, et elle recula, protégeant ses yeux. « N'aie pas peur. » La lumière baissa, et elle put alors voir une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, élégamment vêtue. Elle ne ressemblait ni à une employée de restaurant ni à une policière. Son manteau de laine sombre semblait chaud et cher, un contraste saisissant avec la nuit froide. Mais ce qui attira le plus l'attention de la fillette, c'était le pendentif. Il pendait au cou de la femme, oscillant légèrement alors qu'elle s'approchait. En argent, avec une pierre claire au centre qui semblait luire même dans la faible lumière de la ruelle. « Tu cherches de la nourriture ?» La fille ne répondit pas. Des années dans la rue lui avaient appris que les mots aidaient rarement. Elle recula, prête à courir. « Attends. » La femme leva les mains, montrant qu'elle ne lui voulait aucun mal. « Tu as faim ?» La question semblait presque absurde. La faim n'était pas quelque chose qu'elle astérisque avait astérisque. La faim était quelque chose qu'elle astérisque était astérisque. Une douleur constante qui parfois diminuait mais ne disparaissait jamais vraiment. La femme ouvrit son sac et en sortit un petit paquet enveloppé de papier. Un instant, la fille pensa que c'était peut-être de la nourriture, mais elle réalisa ensuite que ce n'était qu'une serviette en papier. La femme l'utilisa pour essuyer une petite tache sur les marches de la porte de service, puis s'assit. « Je m'appelle Grace. » Son nom sortit musicalement, comme si elle annonçait quelque chose de bien plus grand que juste qui elle était. La petite fille resta où elle était, méfiante mais maintenant curieuse. Les gens comme cette femme ne s'arrêtaient jamais pour parler, ne se présentaient jamais, ne s'asseyaient jamais sur des marches sales dans des ruelles sombres. « Je dînais là-dedans, » dit Grace en montrant le restaurant, « et je t'ai vu par la fenêtre, en train d'attendre. » La fille baissa les yeux sur ses propres pieds, ses joues minces rougissant de honte. Être vue était dangereux, être remarqué était toujours mauvais. « Tu n'as pas besoin de fouiller les poubelles, » continua Grace, sa voix douce. « Et si on allait manger quelque chose de chaud ? Il y a un petit restaurant ouvert 24h/24 à 2 pâtés de maison d'ici. » L'offre semblait absurde, irréelle. La petite fille avait entendu des histoires sur des gens qui attiraient les enfants quelque part et puis, eh bien, ensuite, ils ne revenaient jamais.
Mais cette femme, avec sa voix calme et son pendentif brillant, ne semblait pas dangereuse. Et la faim, oh, la faim parlait plus fort que n'importe quel instinct de survie. « Tu n'es pas obligé de me parler », dit Grace en se levant et en ajustant son manteau. « Suis-moi si tu veux. » Sans engagement. Elle commença à marcher lentement hors de la ruelle, sans se retourner. Ses pas résonnaient sur le béton humide. Ah, il en a fallu 3. La fille compta jusqu'à 10 avant de suivre, en gardant une distance de sécurité. Le petit restaurant était une explosion de lumière après l'obscurité de la ruelle. Lampes fluorescentes dures, murs jaunis délavés, cette odeur incomparable de café et de friture. Une petite cloche sonna quand elles entrèrent, et le seul employé, un homme d'âge moyen avec une barbe mal rasée, leva les yeux de son téléphone. Grace choisit une banquette dans le coin, loin de la porte et des fenêtres. La fille resta immobile, observant avec suspicion. « Assieds-toi », invita Grace en montrant la place en face d'elle. Le vinyle rouge était craquelé par endroits, mais cela ressemblait à l'endroit le plus confortable que la fille ait vu depuis des semaines. Lentement, elle s'approcha et se percha sur le bord du siège, prête à fuir au premier signe de danger. L'employé s'approcha, carnet en main, toisant la fille de haut en bas. Son regard mêlait méfiance et pitié. « Nous prendrons 2 spéciaux, » dit Grace avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Avec des frites, s'il vous plaît. Et 2 chocolats chauds. » L'homme hocha la tête et s'éloigna, les laissant à nouveau seuls. « J'espère que tu aimes les burgers, » dit Grace avec un léger sourire. « Je les adore ici. Je viens parfois après le travail. » La petite fille ne répondit pas, mais ses yeux parcouraient la pièce, mémorisant les sorties, comptant les gens. Il n'y avait que 2 autres clients, un homme endormi sur une tasse de café au comptoir et une femme âgée lisant un livre dans le coin le plus éloigné. Le silence s'étira entre elles, mais il n'était pas inconfortable. Grace ne posait pas de questions indiscrètes, n'exigeait pas de réponses. Elle existait simplement dans le même espace, offrant sa présence calme. Quand la nourriture arriva, l'estomac de la fille gargouilla assez fort pour que Grace l'entende. Un sourire compatissant traversa le visage de la femme alors qu'elle poussait l'assiette vers la fille. « Vas-y doucement », conseilla-t-elle doucement. « Manger trop vite quand on a très faim peut rendre malade. » Mais la petite fille l'entendit à peine. Ses grands yeux étaient fixés sur le plus gros burger qu'elle ait jamais vu, juteux, fumant, avec du fromage fondu dégoulinant sur les côtés. Et les frites, dorées, croustillantes, salées. Elle attrapa le burger à 2 mains et prit une bouchée presque trop grosse pour sa petite bouche. La saveur était si intense que des larmes lui montèrent aux yeux. Elle mâcha lentement, savourant chaque texture, chaque épice. C'était différent des restes, différent du pain rassis de la charité. C'était de la vraie nourriture. Grace mangea son propre repas lentement, donnant à la fille le temps de finir. Quand la fille eut enfin nettoyé son assiette jusqu'à la dernière miette, Grace commanda plus de frites. « Il y a aussi du dessert », dit-elle en montrant le menu illustré sur le mur. « Peut-être une part de tarte ?» La fille suivit son regard, même si elle ne savait pas lire les mots. Les images suffisaient. Gâteau, tarte, glace, des choses d'un autre monde. Un monde auquel elle ne pouvait accéder. Jusqu'à maintenant. Elle hocha timidement la tête, et Grace commanda 2 parts de tarte aux pommes. Elles arrivèrent avec une boule de glace à la vanille fondant dessus, et la fille ne put retenir un sourire. C'est alors, pendant qu'elle mangeait le dessert, que la fille regarda vraiment Grace. Non pas avec peur ou suspicion, mais avec une curiosité sincère. Elle observa comment la femme tenait délicatement sa fourchette, comment elle souriait entre les bouchées, comment son pendentif en argent se balançait doucement à chaque mouvement. La pierre au centre du pendentif semblait changer de couleur selon la lumière, parfois bleutée, parfois presque transparente. Il y avait quelque chose d'hypnotique là-dedans, quelque chose qui faisait penser à la fille à un ciel clair après une tempête. « Tu aimes mon collier ?» demanda Grace, remarquant le regard fixe de la fille. La fille détourna les yeux, embarrassée d'avoir été surprise en train de regarder. Mais Grace ne sembla pas dérangée. « C'était un cadeau de ma grand-mère », expliqua-t-elle en touchant affectueusement le pendentif. Elle disait que la pierre est un petit bout de ciel, pour me rappeler de toujours lever les yeux, même les jours difficiles. La fille ne comprenait pas comment quelque chose pouvait être un bout de ciel, mais elle aimait l'idée. Lever les yeux, elle le faisait rarement. Dans la rue, regarder en bas était plus sûr, plus pratique. On trouvait des pièces par terre, pas dans le ciel. Après qu'elles eurent fini de manger, Grace demanda l'addition. Pendant qu'elles attendaient, elle sortit quelque chose de son sac, une petite couverture de survie, du genre qui ressemble à du papier d'aluminium.
Ça garde très bien la chaleur du corps, dit-elle en l'attendant à la fille. C'est petit, mais ça aide les nuits froides. La petite fille hésita avant de la prendre. Les cadeaux avaient toujours un prix, toujours. Mais Grace se contenta de sourire, ne demandant rien en retour. « Tu as un endroit où dormir ce soir ?» La question vint doucement, sans jugement. La fille pensa à l'interstice entre deux bâtiments où elle avait passé les dernières nuits. Ce n'était pas un endroit, pas vraiment, mais c'était ce qu'elle avait. Elle hocha quand même la tête. Grace sembla vouloir dire plus, mais se retint. Elle paya l'addition, laissant un pourboire généreux, et se leva. « On devrait y aller, dit-elle gentiment. Il se fait vraiment tard. » Dehors, la nuit semblait moins froide maintenant. Un ventre plein donnait à la fille un poids agréable dans l'estomac, une chaleur se propageant de l'intérieur. La couverture argentée, bien que fine, était pliée soigneusement dans ses mains. Elles s'arrêtèrent au coin où leurs chemins se séparaient. « Tu iras bien ?» demanda Grace, l'inquiétude claire dans sa voix. La petite fille hocha la tête. Aller bien était relatif. Elle se débrouillait toujours. « Peut-être qu'on se reverra ?» sourit Grace en ajustant son sac sur son épaule. « Prends soin de toi. » Et puis elle partit, marchant vers l'avenue principale, son élégante silhouette disparaissant sous les lumières de la ville. La fille resta là, regardant jusqu'à ce que Grace tourne le coin et disparaisse. Seule à nouveau, la fille serra la couverture contre sa poitrine. Mais quelque chose était différent maintenant. Le monde autour d'elle était le même, les mêmes grands immeubles indifférents, les mêmes rues dangereuses, le même avenir incertain. Mais à l'intérieur d'elle, un petit changement s'était produit. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, elle ressentit autre chose que la peur et la faim. Quelque chose de léger et de chaud, comme la pierre du pendentif de Grace. L'espoir. Alors qu'elle retournait à son refuge entre les bâtiments, la fille essaya de lever les yeux vers le ciel nocturne, partiellement obscurci par les lumières de la ville. Quelques étoiles tenaces brillaient encore, lointaines mais présentes. Peut-être, pensa-t-elle en s'enveloppant dans la couverture argentée, peut-être que le monde n'était pas seulement froid et affamé. Peut-être y avait-il des gens comme Grace, avec des pendentifs magiques et des sourires gentils. Peut-être y avait-il une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant, la possibilité qu'un jour, les choses puissent être différentes. Avec cette pensée, la fille ferma les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, le sommeil vint facilement, non interrompu par l'inconfort de la faim. Et pour la première fois depuis des années, elle rêva d'autre chose que de survivre au lendemain. Elle rêva de ciel bleu et de pendentifs argentés. Elle rêva de possibilités. Astérisque, astérisque, astérisque. 3 jours s'écoulèrent depuis cette rencontre avec Grace. Pour la plupart des gens, 3 jours n'étaient rien, juste un clin d'œil dans le flux constant du temps. Mais pour une fille des rues, c'était 72 heures de survie. 72 heures de lutte contre le froid, la faim et la peur. Et, pour la première fois, 72 heures d'un souvenir qui la réchauffait plus que n'importe quelle couverture. La couverture de survie argentée que Grace lui avait donnée était soigneusement pliée à l'intérieur de son sac à dos cabossé, la seule possession que la fille considérait vraiment comme sienne. Elle ne l'utilisait pas pour dormir, malgré le froid qui s'installait chaque nuit. Elle avait peur que quelqu'un la vole pendant son sommeil ou qu'elle se déchire à l'usage. Elle était trop précieuse pour risquer de la perdre. Au lieu de cela, elle la touchait parfois, juste pour s'assurer qu'elle était toujours là, pour se rappeler que cette nuit avait été réelle, que Grace, la femme au pendentif argenté et au sourire gentil, n'avait pas été juste un beau rêve au milieu de tant de cauchemars. La fille n'avait pas de nom. Ou plutôt, elle en avait probablement eu un autrefois, mais il y avait si longtemps que personne ne l'avait utilisé que le mot lui-même s'était perdu dans le brouillard de ses plus lointains souvenirs. Dans la rue, elle répondait à n'importe quoi, fille, gamine, et toi. Les noms étaient pour les gens qui appartenaient à quelque part. Elle n'appartenait nulle part. Du moins, jusqu'à maintenant. Le matin du 4e jour après avoir rencontré Grace, la fille se réveilla plus tôt que d'habitude. Le soleil pointait à peine entre les grands immeubles, peignant le ciel d'un rose pâle qui serait bientôt avalé par le gris de la ville. Elle s'étira, sentant ses muscles protester contre le sol dur sur lequel elle avait dormi. Son estomac gargouilla, lui rappelant la réalité. Le burger et la tarte du restaurant n'étaient plus qu'un lointain souvenir, un goût fantôme qui revenait parfois quand elle se léchait les lèvres. La faim, toujours présente, était revenue en force. Pourtant, quelque chose semblait différent. Elle se surprenait à regarder le ciel, cherchant cette nuance particulière de bleu qui lui rappelait la pierre du pendentif de Grace. Et tandis qu'elle parcourait les rues à la recherche de quelque chose à manger,
elle ne gardait plus les yeux rivés au sol comme avant. Maintenant, elle regardait les visages des gens. Elle cherchait. Non pas qu'elle s'attendait à retrouver Grace. La ville était trop grande, avec des milliers de visages anonymes qui passaient chaque jour. La retrouver serait comme chercher une pièce spécifique dans l'océan. Mais la possibilité, aussi infime soit-elle, nourrissait quelque chose en elle. Quelque chose de nouveau. L'espoir était un mot trop grand pour qu'elle puisse le nommer, mais c'était exactement ce qui grandissait, petit et persistant, dans sa poitrine. Ce matin-là, elle trouva un chariot de fruits en cours d'installation. Le vendeur, occupé à arranger sa marchandise, ne remarqua pas quand elle ramassa une pomme légèrement meurtrie qui avait roulé par terre. Ce n'était pas volé si c'était déjà par terre, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qu'elle se dit en s'éloignant rapidement, le cœur battant. Assise sur un banc de parc, mangeant la pomme lentement pour la faire durer, la fille observait les gens autour d'elle. Des hommes en costume pressé, des femmes portant des sacs de course, des enfants en uniforme allant à l'école. Tous appartenaient quelque part. Tous avaient une destination. Et si je pouvais être l'une d'entre eux? Pensa-t-elle, se surprenant elle-même. Avant Grace, une telle pensée ne lui aurait jamais traversé l'esprit. Avant cette nuit au restaurant, son plus grand rêve était de trouver assez de nourriture pour ne pas s'endormir le ventre vide. Mais maintenant, elle se surprenait à imaginer ce que ce serait d'avoir un nom. Ce que ce serait de dormir dans un lit. Ce que ce serait de ne pas s'inquiéter du prochain repas ou du prochain endroit sûr pour passer la nuit. Tout va bien, ma chérie? La voix l'attira de ses pensées. Une femme âgée aux cheveux gris l'observait depuis l'autre bout du banc, son visage ridé montrant de l'inquiétude. La fille n'avait pas réalisé qu'elle pleurait, des larmes roulant sur ses joues sales. « Es-tu perdu ?» La fille secoua la tête. Non. Comment expliquer qu'elle était perdue depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de ce que c'était que d'avoir un chemin? La femme âgée sembla comprendre quand même. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une barre de céréales emballée, la lui offrant avec un sourire triste. « Tiens. Ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que ça aidera un peu. » La fille hésita seulement une seconde avant de prendre la nourriture. Elle marmonna un merci si bas qu'elle n'était pas sûre que la femme l'ait entendu. C'était difficile d'accepter la gentillesse. Plus difficile encore était de croire qu'il n'y avait pas de prix caché. Mais depuis Grace, quelque chose avait changé. Peut-être, juste peut-être, y avait-il plus de bonnes personnes dans le monde qu'elle ne l'avait imaginé. La femme âgée partit après un dernier regard inquiet, laissant la fille à nouveau seule avec ses pensées et la barre de céréales. Elle la plaça dans son sac à dos, à côté de la couverture argentée. Pour plus tard. Pour quand la faim deviendrait insupportable. Les jours suivants se déroulèrent selon le même schéma, survivre, chercher de la nourriture, trouver un endroit sûr pour dormir. Mais maintenant, il y avait une différence subtile. La fille commença à remarquer de petits actes de gentillesse autour d'elle. Le boulanger qui laissait accidentellement une miche de pain sur le trottoir quand il la voyait passer. La dame du kiosque à journaux qui lui offrait un gobelet d'eau les jours de grande chaleur. Même le gardien de sécurité qui regardait ailleurs quand elle s'abritait dans une entrée d'immeuble les nuits de pluie. Ces gens avaient-ils toujours été comme ça et elle ne l'avait jamais remarqué? Ou le monde était-il en train de changer? Ou peut-être c'était la pensée la plus effrayante, était-ce elle qui changeait? Le souvenir de Grace devint son bouclier les jours difficiles. Quand la faim était trop forte, quand le froid semblait s'infiltrer jusqu'à ses os, quand la peur menaçait de la submerger, elle fermait les yeux et se souvenait du pendentif argenté brillant sous les lumières du restaurant, du goût du chocolat chaud, du toucher doux de la couverture, du sentiment d'être traitée comme une personne, pas comme un problème. Grace avait planté une graine cette nuit-là. Une graine de dignité. Et malgré le sol aride et les conditions difficiles, cette graine commençait lentement, silencieusement, à pousser. Pour la première fois, la fille commença à rêver au-delà du lendemain. Elle commença à se demander, et si? Et s'il y avait une place pour elle? Et si un jour, elle pouvait être comme Grace, aidant quelqu'un qui en avait besoin? Et si je pouvais être quelqu'un? La question vint dans un murmure alors qu'elle était accroupie dans une ruelle, comptant les pièces qu'elle avait réussi à récolter pendant la journée. 6. Assez pour une miche de pain, peut-être. Pas assez pour un vrai repas. Certainement pas assez pour changer sa vie. Mais la question persistait. Et si je pouvais être quelqu'un? Elle ne savait pas ce que cela signifiait, être quelqu'un. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, avoir une place dans le monde. Mais maintenant, grâce à Grace, elle savait ce que ça faisait d'être traitée comme quelqu'un qui comptait. Et cette connaissance était à la fois un cadeau et une malédiction.
Elle lui montrait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Astérisque, astérisque, astérisque. 2 semaines après avoir rencontré Grace, la chance de la fille tourna radicalement. Pas pour le mieux, au début. La journée commença par une pluie battante, du genre qui semblait déterminée à laver toute la ville. Elle s'abrita du mieux qu'elle put sous l'auvent d'un magasin fermé, mais elle fut quand même trempée. La couverture argentée, son trésor le plus précieux, resta au sec dans son sac à dos, protégé par un sac plastique. Elle-même n'eut pas cette chance. Dans l'après-midi, quand la pluie cessa enfin, la fille sortit chercher de la nourriture. Elle était plus faible que d'habitude. Elle n'avait rien mangé d'autre qu'un demi-morceau de pain rassis depuis la veille. La faim provoquait des taches sombres au bord de sa vision, et ses pas étaient lents, traînants. C'est alors qu'elle repéra un camion de livraison garé devant un petit marché. Le chauffeur déchargeait des cartons, les empilant sur le trottoir en attendant que quelqu'un vienne l'aider à les rentrer. En haut d'une pile, une caisse de pommes était ouverte, révélant des fruits rouges vifs. L'estomac de la fille se serra douloureusement. Juste une pomme. Il ne remarquerait même pas. Et elle en avait tellement besoin. Jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que personne ne regardait, elle s'approcha lentement, son cœur battant si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Quand elle ne fut plus qu'à quelques pas de la caisse, elle tendit la main, ses doigts tremblants touchant presque la pomme la plus proche. « Et qu'est-ce que tu crois faire ?» Le cri du chauffeur la prit par surprise. Elle sursauta en arrière, prête à courir. Mais ses jambes, faibles de faim et de froid, semblaient être engelées. Elle trébucha, tenta de se rattraper, mais les bords sombres de sa vision se refermèrent soudainement. Le monde tourna. Puis il devint noir. Quand elle rouvrit les yeux, elle était par terre. Un cercle de visages inquiets planait au-dessus d'elle. Le chauffeur, une femme en tablier de magasin, quelques passants. Leur voix semblait lointaine, comme si elle parlait sous l'eau. Évanouie comme ça? On dirait qu'elle n'a pas mangé depuis des jours. Appelez une ambulance. C'est juste une enfant, pour l'amour de Dieu. La fille tenta de se relever, paniquée. Ambulance signifiait hôpital. Hôpital signifiait question. Question signifiait autorité. Et autorité signifiait? Elle ne savait pas exactement ce qu'il signifiait, mais la peur était instinctive, profonde. Elle avait entendu des histoires d'autres enfants des rues. Histoire de mauvaises familles d'accueil, d'institutions froides, d'être juste un numéro dans un système qui s'en fichait. Doucement, ma puce. Ça va aller. La femme du magasin s'agenouilla à côté d'elle, lui offrant un gobelet d'eau. Bois lentement. L'eau fraîche atténua un peu son vertige. La fille regarda autour d'elle, cherchant son sac à dos. Il était là, près de ses pieds. Au moins, il ne l'avait pas pris. J'ai déjà appelé les services sociaux, dit le chauffeur, semblant plus proche maintenant. Ils seront bientôt là. La panique revint, plus forte. La fille tenta de se relever à nouveau, mais la femme du magasin lui tint doucement l'épaule. Tout va bien. Personne ne va te faire de mal. Tu as besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Les mots sortirent dans un murmure rauque, brisant le silence qu'elle s'imposait habituellement. Je vais bien. Mais son corps la trahissait. Elle tremblait de froid et de faiblesse, et la faim rendait difficile même de garder les yeux ouverts. 20 minutes plus tard, une voiture s'arrêta près du trottoir. Une femme d'âge moyen en sortit, tenant un dossier. Son visage était ordinaire, rien de remarquable, mais ses yeux avaient une gentillesse qui rappela Grace à la fille. « Bonjour », dit-elle en s'approchant et en s'accroupissant au niveau de la fille. « Je m'appelle Sarah. Je suis là pour aider. » La fille ne répondit pas, mais elle n'essaya pas non plus de fuir. Elle était trop fatiguée pour ça. « As-tu un endroit où aller? Quelqu'un qu'on peut appeler? Quelque part ?» Elle avait ses coins préférés dans les ruelles, les interstices entre les bâtiments qui offraient un peu d'abri contre le vent. Mais un vrai endroit? Quelqu'un qui l'attendait? Elle secoua la tête. Non. Sarah soupira, non pas d'irritation, mais d'une tristesse contenue. Alors, que dirais-tu de venir avec moi? Nous avons un refuge pas loin d'ici. Nourriture chaude, un bain, un lit propre. Au moins pour cette nuit. Qu'en penses-tu? L'offre était tentante, plus tentante que Sarah ne pouvait l'imaginer. Mais la peur était toujours là, profondément ancrée. Commença la fille, mais ne sut pas comment finir. Je ne veux pas y aller? Ce n'était pas vrai. Je ne leur fais pas confiance? Oui. Mais depuis Grace, quelque chose avait changé. Peut-être que tout le monde ne voulait pas lui faire de mal. Tu peux prendre tes affaires, dit Sarah en montrant le sac à dos. Et tu peux partir quand tu veux. Ce n'est pas une prison.
C'est juste un endroit sûr pour récupérer. La fille hésita, regardant le ciel. Des nuages sombres s'amoncelaient à nouveau. La pluie reviendrait bientôt. Et elle était si fatiguée, si froide, si affamée. Lentement, elle attrapa son sac à dos et le glissa sur ses épaules. Puis, d'un léger hochement de tête, elle accepta d'aller avec Sarah. Le refuge se trouvait à environ 10 minutes de voiture. C'était un vieux bâtiment avec de la peinture écaillée par endroits, mais il était propre et bien entretenu. Une simple enseigne indiquait « Centre Nouvel Espoir ». Espoir. Le mot lui fit à nouveau penser à Grèce, aux pendentifs argentés et au ciel bleu. À l'intérieur, l'endroit était plus accueillant qu'elle ne s'y attendait. Des murs de couleur pâle, certains décorés de dessins d'enfants. Des tables et des chaises simples mais en bon état. Et l'odeur, un arôme incomparable de vraie nourriture qui fit gargouiller son estomac bruyamment. Une femme plus âgée, les cheveux gris en chignon lâche, vint les accueillir. Elle s'appelait Madame Martha et semblait être la responsable. « Bienvenue, ma chère, dit-elle en souriant à la fille. Tu dois avoir faim. Occupons-nous de ça d'abord, d'accord ?» La fille fut conduite dans une petite salle à manger où un bol de soupe chaude avec des morceaux de légumes et de viande l'attendait, accompagné d'un généreux morceau de pain. Elle mangea lentement, savourant chaque cuillerée, tandis que Sarah parlait à voix basse avec Madame Martha dans un coin de la pièce. Après le repas, le premier complet depuis cette nuit avec Grèce, on montra à la fille une salle de bain propre où elle put prendre une douche chaude. Des vêtements propres l'attendaient, un simple t-shirt, un pantalon de jogging doux et des chaussettes neuves. Ils n'étaient pas neufs, clairement déjà utilisés, mais ils étaient en bon état, et surtout, propres. Quand on l'emmena enfin dans une petite chambre avec 2 lits simples, dont un seul était occupé par une autre fille déjà endormie, l'enfant ressentit une étrangeté qu'elle ne pouvait nommer. Ce n'était pas de la peur, pas exactement. Plutôt l'inconfort qui vient avec quelque chose de si nouveau. « Tu peux mettre tes affaires ici. » Madame Martha lui montra une petite commode près du lit vide. « Personne n'y touchera, je te le promets. » La fille regarda son sac à dos cabossé, qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde, la couverture argentée de Grèce, quelques pièces, un peigne cassé et une petite poupée de chiffon à un bras qu'elle avait trouvée il y a longtemps dans une poubelle et n'avait pas eu le cœur d'abandonner. Lentement, elle posa le sac à dos à côté de l'oreiller, au lieu de le mettre dans la commode. Une vieille habitude de quelqu'un qui devait toujours être prêt à fuir. « C'est très bien, » sourit Madame Martha, compréhensive. « Bonnie, ma chère. Repose-toi bien. » Dès que la porte se referma, ne laissant que la douce lueur d'une lampe de chevet, la fille s'allongea. Le matelas était moelleux, trop moelleux pour quelqu'un habitué au sol dur. Le drap propre sentait agréablement le savon. L'oreiller berçait sa tête comme un nuage. Elle ne pouvait pas dormir. Tout était trop étrange. La chaleur, le confort, la sécurité. Son corps, habitué à être toujours en alerte, ne savait pas comment se détendre complètement. Ses oreilles, entraînées à détecter le moindre bruit de danger, étaient déconcertées par le quasi-silence, rompu seulement par la respiration douce de l'autre fille. Mais peu à peu, l'épuisement l'emporta sur l'étrangeté. Ses yeux s'alourdirent, son corps se relaxa malgré elle. Et avant de sombrer complètement, elle tendit une main vers son sac à dos, touchant le contour de la couverture argentée à travers le tissu. « Merci, Grèce », murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. Car d'une manière ou d'une autre, elle savait. Si ce n'avait pas été cette nuit au restaurant, si ce n'avait pas été la gentillesse de cet inconnu au pendentif argenté, elle n'aurait jamais trouvé le courage de faire à nouveau confiance. Elle n'aurait jamais accepté l'aide de Sarah, n'aurait jamais accepté de venir dans cet endroit. Grèce avait planté plus qu'une graine de dignité. Elle avait planté la possibilité d'un avenir. Un avenir où la fille ne serait pas juste une ombre dans les rues, survivant au jour le jour. Un avenir où elle pourrait, peut-être, devenir quelqu'un. Et avec cette pensée réconfortante, la fille s'endormit enfin. Pour la première fois depuis des années, sans peur du lendemain. Astérisque, astérisque, astérisque. La fille resta exactement 43 jours au refuge. Non pas qu'elle comptait, le personnel était celui qui tenait le compte de chaque enfant. Mais ce furent 43 jours de transformation silencieuse. Les premières semaines, elle dormit en serrant son sac à dos, se réveilla au moindre bruit et mangea comme si chaque repas pouvait être le dernier. Les travailleurs du refuge respectaient son espace, comprenaient sa peur. Ils ne la forçaient pas à parler quand elle ne le voulait pas, ne l'obligeaient pas à participer aux activités avec les autres enfants. Madame Martha, en particulier, semblait comprendre. Certaines fleurs mettent plus de temps à éclore, disait-elle en tressant les cheveux de la fille, maintenant propres et brillants.
Mais quand elles le font, ce sont les plus jolies. Petit à petit, la fille apprit à faire confiance. Pas complètement, elle gardait un noyau de prudence qui ne disparaîtrait peut-être jamais totalement, mais assez pour demander le nom d'un livre, pour sourire quand on lui offrait un morceau de gâteau supplémentaire, pour dormir toute la nuit sans se réveiller en panique. Le refuge avait des règles, des horaires, une structure. Des choses qu'elle n'avait jamais eues dans la rue. Au début, cela semblait étouffant. Puis, réconfortant. Savoir que le déjeuner serait à midi, que la douche aurait toujours de l'eau chaude, que quelqu'un passerait le soir pour souhaiter bonne nuit. Il y avait une sécurité dans cette prévisibilité. Le 30e jour, Sarah, l'assistante sociale qu'il avait trouvée, vint avec des nouvelles. La fille était assise seule dans le patio du refuge, observant des fourmis travailler dans la terre, quand Sarah s'approcha. « Salut ma puce. » Sarah sourit, s'asseyant sur le banc à côté d'elle. « Je peux te dire quelque chose ?» La fille hocha la tête, curieuse. Sarah semblait différente aujourd'hui. Il y avait une énergie contenue dans ses gestes, une étincelle dans ses yeux. « Il y a un couple qui veut te rencontrer. Ils cherchent à adopter un enfant, et quand ils ont entendu parler de toi, ils ont été très intéressés. » Le mot « adopter » fit battre le cœur de la fille. Adoption signifiait famille. Famille était quelque chose qui existait dans les histoires et les rêves, pas dans la vraie vie. Pas dans sa vie. Ils viendront ici demain, continua Sarah. Juste pour parler, te rencontrer. Sans pression, d'accord ? Si tu ne les aimes pas, ce n'est pas grave. Tu n'es obligé d'aller avec personne que tu ne veux pas. La fille hocha à nouveau la tête, mais son esprit s'emballa. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle imaginait à quoi ces gens pouvaient ressembler, ce qu'ils demanderaient, ce qu'ils attendraient d'elle. Et s'ils ne l'aimaient pas ? Et si elle ne savait pas comment être une fille ? Dans la rue, elle avait appris à être invisible. Et si être vue, vraiment vue, tous les jours, c'était trop ? Le lendemain matin, elle porta la plus jolie tenue qu'elle avait reçue au refuge, une simple robe bleue avec de petites fleurs brodées autour du col. Madame Martha lui fit 2 tresses et lui embrassa le front. « Rappelle-toi, dit la femme âgée en rentrant une mèche rebelle, sois juste qui tu es. N'essaie pas d'être ce que tu penses qu'ils veulent. Les bonnes personnes t'aimeront tel que tu es. » La fille attendit dans la petite salle de visite du refuge, les peaux moites, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Quand la porte s'ouvrit, elle retint son souffle. Le couple qui entra ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Il n'était pas jeune et stylé comme les parents des publicités télévisées. La femme était de taille moyenne, avec des cheveux bruns courts et un visage rond plissé de petites rides de rire, des rides de sourire, penserait la fille plus tard. L'homme était grand et mince, portant des lunettes à monture épaisse, les cheveux grisonnants aux tempes. Tous deux portaient des vêtements simples mais bien entretenus. « Bonjour, » dit la femme, sa voix douce comme une plume. « Je m'appelle Clara et voici mon mari, Robert. » « C'est un plaisir de te rencontrer, » ajouta Robert en offrant un sourire timide. La petite fille ne répondit pas, mais elle ne détourna pas le regard non plus. Il y avait quelque chose dans leur attitude, rien de forcé, rien d'exagéré, qui ne déclencha aucune alarme dans ses instincts de la rue. Ils s'assirent en face d'elle, et pendant un moment, personne ne parla. Puis, Clara sortit quelque chose de son sac à main, un petit livre d'histoire avec une couverture colorée. « Sarah nous a dit que tu aimais les histoires, » dit-elle. « J'ai pensé que celui-ci pourrait te plaire. C'est l'histoire d'une fille qui trouve un jardin secret et le fait revivre. » La fille prit le livre avec précaution, comme s'il était en verre. Personne ne lui avait jamais donné de livre auparavant. Au refuge, il y avait des livres partagés pour tout le monde, mais aucun qui lui appartenait. « C'est pour moi ?» Ce furent ses premiers mots, et le sourire de Clara s'élargit tellement que ses yeux disparurent presque. « Oui, ma chérie. Il est à toi. » La conversation coula plus facilement après ça. Clara était enseignante de sciences dans une école primaire. Robert travaillait comme ingénieur. Il vivait dans une maison petite mais confortable avec un jardin à l'arrière où il jardinait. Il n'avait pas d'autres enfants. « Nous avons essayé pendant de nombreuses années, » expliqua Clara, une brève ombre de tristesse traversant son visage. « Puis nous avons réalisé que peut-être notre famille pouvait se former d'une manière différente. » Ils ne posèrent pas de questions indiscrètes sur le passé de la fille. Ils ne lui demandèrent pas de parler de la rue ou de comment elle avait atterri au refuge. Au lieu de cela, ils l'interrogèrent sur ses goûts, couleurs préférées, histoires préférées, si elle aimait mieux le jour ou la nuit. « La nuit » répondit-elle à cette dernière question. « Parce qu'on peut voir les étoiles. » Robert sourit. «
j'ai un télescope. Si tu veux, un jour, je pourrai te montrer les constellations. Il y en a une qui ressemble à un cygne volant dans le ciel. » L'idée était si merveilleuse que la fille pouvait à peine l'imaginer. Voir les étoiles, non pas depuis le pavé froid des rues, mais à travers un appareil qui les rapprochait. La visite dura 1 heure, mais sembla beaucoup plus courte. Quand Clara Hara et Robert prirent congé, promettant de revenir le lendemain, la fille ressentit une pointe de déception. Elle aurait aimé qu'il reste plus longtemps. Ils revinrent le lendemain. Et le suivant. Et le suivant. Pendant 2 semaines, ils se présentèrent tous les jours, apportant parfois de petits cadeaux, un livre d'histoire, un dessin d'une constellation que Robert avait fait juste pour elle, une petite plante que Clara Hara l'aida à empoter. À la fin de la 2e semaine, Sarah appela la fille pour une conversation. « Clara Hara et Robert veulent adopter », dit-elle simplement. « Ils ont entamé le processus légal. Mais la décision finale t'appartient. Veux-tu vivre avec eux? Veux-tu qu'ils soient ta famille? » Famille. Le mot sonnait toujours étrange, irréel. Mais quand elle pensait à Clara Hara et à sa manière douce d'expliquer les choses, à Robert et à son excitation pour les étoiles. Oui, peut-être que c'était ça, la famille. Ou du moins, le début d'une. Elle hocha la tête, incapable d'exprimer en mots le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. 2 autres semaines passèrent en préparatifs. Paperasse, visite supervisée à la maison de Clara Hara et Robert. La fille vit la chambre qui serait la sienne. Petite mais confortable, avec des murs peints d'un vert doux, un vrai lit avec une couette à fleurs, et une fenêtre donnant sur le jardin. « Nous pourrons la décorer comme tu veux, » dit Clara Hara. « C'est ton espace. Ton espace. Ta chambre. Ta famille. » C'étaient des concepts si énormes que son esprit pouvait à peine les contenir. Finalement, le 43e jour depuis son arrivée au refuge, la fille prit son sac à dos, contenant maintenant non seulement la couverture argentée de graisse, mais aussi le livre de Clara Hara, les dessins de constellations de Robert, et quelques vêtements et petits souvenirs du refuge, et sortit, main dans la main avec ses nouveaux parents. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Clara Hara, » dit Clara Hara quand ils arrivèrent à la maison. « Émilie. » Émilie. Le nom avait été choisi ensemble, lors d'une de leurs visites. Clara Hara et Robert avaient demandé si elle se souvenait de son nom de naissance, et quand la fille avait secoué la tête, non, ils avaient proposé de l'aider à en choisir un nouveau. Émilie. Elle le répéta doucement, testant le son. Je suis Émilie. Être Émilie signifiait bien plus qu'avoir un nom. Cela signifiait avoir une identité, une place dans le monde. Cela signifiait appartenir. Les premiers jours furent remplis d'ajustements. Émilie se réveillait encore au milieu de la nuit, désorientée de ne pas être au refuge ou dans la rue. Elle cachait encore de la nourriture dans ses poches pendant les repas, une habitude de la rue qui mettrait du temps à disparaître. Elle se tendait encore chaque fois que Robert élevait la voix, même si c'était juste par excitation, pas par colère. Mais Clara Hara et Robert étaient patients. S'ils trouvaient de la nourriture cachée, ils ne la grondaient pas, ils disaient simplement, doucement, qu'il y en aurait toujours plus au prochain repas. Si elle se réveillait effrayée, l'un d'eux venait s'asseoir près de son lit, parfois juste en lui tenant compagnie silencieusement jusqu'à ce qu'elle se rendorme. La routine devint un mot-clé. Petit déjeuner à 7 heures. École à 8 heures. Déjeuner à midi. Devoir l'après-midi. Dîner à 18 heures. Histoire à 20 heures. Extinction des feux à 21 heures. La prévisibilité qu'elle avait commencé à apprécier au refuge devint maintenant encore plus solide à la maison. L'école fut le plus grand défi. Émilie n'en avait jamais fréquenté, ou du moins ne s'en souvenait pas. Au refuge, elle avait eu quelques leçons de base, assez pour reconnaître les lettres et les chiffres, mais il y avait d'énormes lacunes dans ses connaissances. Clara Hara, étant enseignante, se consacra à aider Émilie à rattraper son niveau scolaire. Chaque après-midi, elles travaillaient ensemble à la table de la cuisine, passant en revue les lettres, les chiffres et les mots. Émilie absorbait les connaissances comme une éponge assoiffée, désireuse de rattraper le temps perdu. « Tu apprends vite », remarqua Clara Hara une fois, la regardant finir un exercice de maths. « Tu as un esprit vif. » Le compliment réchauffa Émilie de l'intérieur. Personne n'avait jamais loué son intelligence auparavant. Dans la rue, être intelligente signifiait seulement survivre un jour de plus. Robert aidait aussi à éduquer Émilie, à sa manière. Les nuits claires, comme promis, il l'emmenait dans le jardin avec son télescope, lui montrant les planètes et les constellations, expliquant les histoires derrière leurs noms. « Vois celle-là? C'est Andromède. C'était une princesse dans la mythologie grecque. » Émilie adorait ses leçons sous les étoiles.
Elle aimait imaginer que le même ciel qui l'avait couverte les nuits froides et solitaires pouvait maintenant être une source d'émerveillement et d'histoire. Après 6 mois avec Clara et Robert, maman et papa dans son esprit, bien qu'elle hésitait encore à dire les mots à voix haute, Émilie commença officiellement l'école. Clara avait usé de quelques relations et l'avait fait entrer dans une bonne école publique où une amie enseignante pouvait lui accorder une attention particulière. Le premier jour, Émilie était terrifiée. Et si les autres enfants remarquaient qu'elle était différente? Et s'ils apprenaient qu'elle avait été une enfant des rues? Et s'ils se moquaient de la façon dont elle butait parfois sur des mots simples ou ne connaissait pas les références culturelles de base que les autres enfants normaux connaissaient? Sois juste toi-même, conseilla Clara en aidant Émilie à se coiffer. Et rappelle-toi, nous t'attendrons après l'école. Peu importe ce qui se passe là-bas, tu as une maison où revenir. Une maison. Une famille. Cela ressemblait toujours à un miracle. Le premier jour fut difficile, mais pas aussi mauvais qu'Émilie le craignait. Son enseignante, Madame Patterson, était gentille et ne la mettait pas dans des situations embarrassantes. Les autres enfants étaient pour la plupart juste des enfants, certains curieux, certains indifférents, certains des amis potentiels. Ce fut pendant le cours de sciences que quelque chose se déclencha en Émilie. Madame Patterson parla d'Alexander Fleming et de la découverte de la pénicilline, comment un accident de laboratoire avait fini par sauver des millions de vies. Les médecins sont comme des détectives, expliqua l'enseignante. Toujours à la recherche d'indices pour comprendre ce qui ne va pas et comment le réparer. Émilie était fascinée. L'idée de réparer les gens, de transformer la douleur en soulagement, la maladie en santé, résonnait profondément en elle. Elle pensa à toutes les fois où elle avait été malade dans la rue, sans personne pour l'aider. Elle pensa à Grace, qui l'avait nourrie quand elle avait faim. À Sarah, qui l'avait trouvée quand elle s'était évanouie. À Madame Martha, qui avait pris soin d'elle au refuge. Des gens qui réparaient ce qui était cassé. Ce soir-là, au dîner, Émilie fit une annonce qui la surprit même elle-même. « Je veux être médecin quand je serai grande. » Clara et Robert échangèrent des regards surpris, puis sourirent. « C'est une merveilleuse profession, dit Clara. Pourquoi as-tu choisi ça? » Émilie réfléchit un instant, essayant de mettre ses sentiments en mots. « Parce que je veux aider les gens qui souffrent. Comme les gens m'ont aidé. » C'était la première fois qu'elle faisait référence, même indirectement, à son passé. Robert cligna rapidement des yeux derrière ses lunettes, et Clara tendit la main par-dessus la table, serrant doucement les doigts d'Émilie. « Tu feras un médecin extraordinaire, » dit Robert, la voix un peu étranglée. Cette nuit-là, dans son propre lit, dans sa propre chambre, dans sa propre maison, Émilie sortit la couverture argentée que Grace lui avait donnée il y a si longtemps. Elle ne la gardait plus cachée. Clara et Robert étaient au courant, respectaient sa valeur sentimentale. Mais c'était toujours son talisman personnel, sa connexion au moment où quelqu'un l'avait vraiment vue pour la première fois. « Je vais aider quelqu'un un jour, » murmura-t-elle à la couverture, comme si elle faisait une promesse à Grace. « Comme tu m'as aidé. » Émilie savait que le chemin pour devenir médecin serait long et difficile. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à surmonter. Mais maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, un rêve qui allait au-delà de la survie immédiate. Un but. Et surtout, elle avait des gens qui croyaient en elle. Une famille. Famille. Émilie comprenait maintenant. C'était un autre mot pour miracle. Un miracle quotidien, construit sur de petits moments, le baiser de bonne nuit de Clara, les histoires de constellation de Robert, les dîners ensemble avec conversation et rire, le sentiment de s'allonger dans un lit en sachant qu'il serait là la nuit suivante, et la suivante, et la suivante. Avec cette certitude réconfortante l'entourant comme une couverture chaude, Émilie ferma les yeux. Demain serait un autre jour. Un jour de plus vers le remboursement final de toute la gentillesse qu'elle avait reçue. Un jour de plus dans son voyage pour devenir celle qu'elle était censée être. Émilie. Fille. Étudiante. Futur médecin. Quelqu'un. Astérisque astérisque astérisque. Émilie avait 16 ans lorsque son monde s'effondra pour la deuxième fois. La première fois semblait si lointaine dans sa mémoire que parfois, il lui semblait que cela était arrivé à quelqu'un d'autre, à cette petite fille sans nom qui vivait dans la rue, fouillant les poubelles, dormant dans les ruelles. 9 années passées avec Clara et Robert avaient recouvert ce souvenir comme de nouvelles pages dans un livre, cachant les anciennes mais sans jamais les effacer complètement. Le diagnostic de Clara tomba un jour d'automne ordinaire, lorsque les feuilles jaunissaient et que l'air portait cette fraîcheur qui annonçait l'arrivée de l'hiver. Cancer du pancréas, déjà avancé. Les mots sonnaient étranges, irréels,
comme prononcées dans une autre langue. « Combien de temps ?» demanda Robert au médecin, la voix stable malgré ses yeux embués de larmes. « 6 mois. Peut-être un peu plus. » Ce furent finalement 8 mois. 8 mois d'espoir, de déni, de colère, d'acceptation, enfin, d'adieu. 8 mois pendant lesquels Émilie regarda sa mère, la femme qui l'avait sauvée avec une patience infinie, qui lui avait appris à lire, qui l'avait fait croire en elle ou s'affaiblir chaque jour. Clara Hara affronta la maladie comme elle affrontait tout dans la vie, avec dignité et même un peu d'humour. « Au moins, maintenant tu peux essayer ces recettes que je déteste », plaisanta-t-elle avec Robert un jour où la chimiothérapie lui avait complètement coupé l'appétit. Elle continua à enseigner jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus, refusant de laisser la maladie la définir. La nuit, lorsque la douleur la tenait éveillée, elle demandait à Émilie de lui lire à voix haute les mêmes livres que Clara Hara lui avait lus autrefois. Émilie assuma de nombreuses responsabilités ménagères. Elle suivit les recettes soigneusement notées dans le livre de cuisine de Clara Hara pour préparer les repas. Elle nettoya la maison entre ses sessions d'études. Elle apprit à administrer les médicaments, à reconnaître les signes de détresse, à aider à l'hygiène lorsque sa mère devint trop faible. L'ironie ne lui échappa pas. Elle qui avait rêvé d'être médecin recevait maintenant un cours intensif de soins palliatifs, douloureux, réels et personnels. Une nuit, alors que Clara Hara était particulièrement faible après une séance de chimio, Émilie l'aidait à s'installer confortablement dans son lit. Ses mains tremblantes arrangeaient les oreillers, vérifiaient la perfusion, ajustaient la couverture sur des épaules qui avaient été autrefois assez fortes pour la porter. « Tu vas être un médecin incroyable », murmura Clara Hara, les yeux fermés par l'épuisement. Émilie ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « Comment sais-tu que je veux toujours être médecin ?» Clara Hara ouvrit les yeux, un faible sourire sur ses lèvres gercées. « Parce que je te connais mieux que tu ne te connais toi-même, ma chérie. Je vois comment tu observes les infirmières, comment tu lis les notices des médicaments, comment tu notes tout ce que disent les médecins. » C'était vrai. Même dans ce moment terrible, Émilie ne pouvait s'empêcher de laisser sa curiosité clinique se mêler à sa douleur personnelle. « Et je sais, » continua Clara Hara, sa voix n'étant plus qu'un murmure, « que tu transformes la douleur en but. Tu l'as toujours fait. » Les mots restèrent avec Émilie, résonnant dans son esprit au cours des semaines suivantes, alors que l'état de Clara Hara se détériorait rapidement. Transformer la douleur en but. N'était-ce pas ce qu'elle faisait depuis qu'elle était une petite fille dans la rue? Transformer la faim en détermination, la solitude en autonomie, la peur en prudence? Clara Hara mourut un matin d'avril, lorsque les premières fleurs commençaient à éclore dans le jardin qu'elle aimait tant. Elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil, à la maison, Robert tenant une de ses mains et Émilie l'autre. Ce fut un départ calme, sans scène dramatique, juste une dernière respiration douce, puis le silence. Les funérailles furent modestes mais remplies d'amour. Les collègues de Clara Hara de l'école, des voisins, quelques amis d'Émilie de son lycée et même Sarah, l'assistante sociale qui avait fait entrer Émilie dans cette famille des années auparavant, vinrent dire au revoir. Émilie resta forte tout au long de la cérémonie, s'accrochant au bras de Robert, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours seulement. Elle ne pleura pas lorsque le cercueil fut descendu, ni lorsque des gens bien intentionnés offrirent des condoléances qui sonnaient creux. Elle ne pleura pas pendant la petite réception qui suivit, en servant le café et en remerciant tout le monde. Ce n'est que cette nuit-là, seule dans sa chambre, que le barrage céda enfin. Émilie pleura comme elle n'avait jamais pleuré auparavant. Pas même dans la rue. Pas même au refuge. Elle pleura pour la mère qu'elle avait perdue, pour l'injustice d'une vie si brusquement interrompue, pour un avenir sans Clara Hara. Et elle pleura aussi pour la petite fille qu'elle avait été, celle qui pensait qu'elle n'aurait jamais de famille, pour ensuite en perdre à nouveau une partie. La vieille couverture qu'elle transportait depuis son enfance, maintenant délavée et rapiécée mais toujours précieuse, fut son réconfort cette nuit-là. Elle s'y accrocha comme elle l'avait fait tant de fois dans la rue, cherchant non pas la chaleur physique mais le réconfort émotionnel d'un objet qui l'avait vu traverser tant d'épreuves. Les mois qui suivirent mirent Émilie et Robert à l'épreuve. La maison, autrefois pleine des rires et de l'énergie de Clara Hara, semblait maintenant trop grande, trop silencieuse. Ils se déplaçaient comme des fantômes, suivant leur routine par inertie, parlant peu. Émilie se jeta dans ses études. Sa dernière année de lycée devint un marathon de livres, de cours supplémentaires et de préparation aux examens d'entrée à l'université. Elle étudiait jusqu'à tard, se réveillait tôt, remplissait chaque minute libre. « Tu dois te reposer », dit Robert un soir, la trouvant penchée sur un livre de biologie bien après minuit. « Je dois entrer dans une bonne fac de médecine », dit Émilie sans lever les yeux. « J'ai besoin d'une bourse.
Je dois être la meilleure. Robert s'assit en face d'elle, fermant doucement le livre. Clara Hara et moi avons économisé de l'argent pour tes études, Émilie. Et il existe d'autres types de bourses et de prêts étudiants. Je ne veux pas que tu dépenses tes économies pour moi, l'interrompit Émilie, la voix tremblante. Toi et Clara Hara avez déjà tant fait. Émilie? Robert soupira, enlevant ses lunettes et frottant ses yeux fatigués. Clara Hara et moi n'avons jamais rien dépensé pour toi. Nous avons investi dans notre fille. Dans notre famille. Le mot famille fit céder quelque chose en Émilie. Les larmes qu'elle avait retenues devant Robert se déversèrent, incontrôlables. Mais elle est partie, sanglota-t-elle. Une partie de notre famille est partie. Robert fit le tour de la table et serra Émilie dans ses bras, son propre corps secoué de sanglots silencieux. Je sais, ma chérie. Je sais. Ils restèrent ainsi longtemps, pleurant ensemble pour la première fois depuis les funérailles. Quand ils se calmèrent enfin, Robert parla doucement. Clara Hara m'a fait promettre quelque chose avant de partir. Elle m'a demandé de te le rappeler dans les moments difficiles. Émilie essuya ses larmes, le regardant avec curiosité. Elle a dit de te dire que tu es plus forte que la douleur. Que tu sais transformer la tristesse en force, comme tu l'as toujours fait. Les mots étaient si typiquement Clara Hara qu'Émilie pouvait presque entendre sa voix. Et d'une manière ou d'une autre, cela fit toute la différence. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Émilie réfléchit à ce que signifiait transformer la douleur en but. Faire le deuil de Clara Hara était nécessaire, elle méritait chaque larme. Mais laisser ce chagrin la consumer, la paralyser? Clara Hara n'aurait jamais voulu ça. Ce que Clara Hara voulait, c'était ce qu'elle avait toujours voulu, voir Émilie suivre ses rêves, utiliser ses talents, devenir la personne extraordinaire qu'elle avait toujours cru qu'Émilie pouvait être. Le lendemain, Émilie changea son approche. Elle étudiait toujours dur, se préparait toujours aux examens avec le plus grand sérieux. Mais maintenant, elle prenait le temps de manger des repas corrects avec Robert, de s'occuper du jardin que Clara Hara aimait, de regarder occasionnellement un film ou de lire un livre juste pour le plaisir. Plus important encore, elle commença à transformer sa douleur en action concrète. Elle fit du bénévolat dans un hôpital local le week-end, livrant des repas, parlant aux patients seuls, soutenant les familles confrontées à des situations similaires. C'est à travers ce bénévolat qu'Émilie réaffirma sa vocation. Chaque patient réconforté, chaque famille consolée, chaque petit acte de gentillesse était une façon d'honorer Clara Hara et tous ceux qui l'avaient aidée en chemin. Quand vint le moment de postuler aux universités, Émilie postula à d'innombrables bourses. Elle écrivit des essais émouvants mais honnêtes sur son parcours, de la fille sans nom des rues à la jeune femme déterminée aspirant à devenir médecin. Elle n'utilisa pas son histoire pour susciter la pitié, mais pour montrer la résilience et le but. Les lettres d'acceptation commencèrent à arriver au printemps. Parmi elles, une de l'université d'État lui offrant une bourse complète au mérite. Émilie et Robert célébrèrent avec un dîner spécial, trinquant avec du jus de raisin comme ils le faisaient lors des occasions importantes depuis qu'elle était enfant. Clara Hara serait si fière, dit Robert, les larmes aux yeux mais souriant sincèrement. Je suis si fière. Je n'aurais pas pu le faire sans vous deux, répondit Émilie, la voix étranglée. Tout ce que je suis, je vous le dois. Robert secoua la tête. Non, Émilie. Clara Hara et moi t'avons seulement donné de l'amour et une opportunité. Tout le reste, ta détermination, ta gentillesse, ta force était toujours en toi. Même dans les ruelles, quand tu n'étais qu'une petite fille livrée à toi-même. Ces mots touchèrent profondément Émilie. C'était vrai. Même dans les moments les plus sombres de sa vie dans la rue, quelque chose en elle avait refusé d'abandonner. Quelque chose qui l'avait poussée à avancer, qui lui avait fait faire confiance au refuge, qui lui avait fait ouvrir son cœur à Clara Hara et Robert. Peut-être que cette force intérieure était son véritable héritage. Pas un héritage que quelqu'un lui avait transmis, mais quelque chose qui avait toujours été sien, seul. Astérisque, astérisque, astérisque. La faculté de médecine fut tout ce qu'Émilie espérait, et plus encore. Ses années de préparation au lycée l'aidèrent, mais rien ne pouvait la préparer entièrement à l'intensité de l'expérience. Les cours théoriques étaient épuisants, lui bourrant l'esprit d'anatomie, de physiologie, de biochimie et d'une terminologie qui, au début, ressemblait à une autre langue. Les travaux pratiques exigeaient une concentration et une précision absolue. Les études consumaient les jours et les nuits, laissant peu de temps pour autre chose. Puis vint son premier contact avec de vrais patients. Émilie se souvenait vivement de la première fois où elle était entrée dans une chambre d'hôpital en tant qu'étudiante en médecine,
portant sa blouse blanche courte qui identifiait les novices. La nervosité, le sens des responsabilités, la peur de faire des erreurs. Mais elle se souvenait aussi du sentiment presque sacré de pouvoir aider quelqu'un dans un moment de vulnérabilité. « Vous avez un bon contact avec les patients », lui dit un professeur après l'avoir observé interagir avec une femme âgée. Naturel. Empathique. Émilie se contenta de sourire en guise de remerciement, n'expliquant pas que son empathie venait d'un endroit très personnel. Savoir ce que c'était que de se sentir invisible, comprendre la valeur d'un geste gentil quand on est au plus bas. Les années passèrent dans un tourbillon de gardes, d'examens et de présentations de cas. Émilie rentrait rarement à la maison, sauf pour les grandes vacances, où elle s'assurait de passer quelques jours avec Robert, qui vivait maintenant seul mais restait actif grâce à des groupes communautaires et des projets d'ingénierie. « Je vais bien », disait-il toujours lors de leurs appels vidéo hebdomadaires. « Fier de toi. Concentre-toi sur ton avenir, comme Clara Hara l'aurait voulu. » Dans sa 3e année de médecine, Émilie vécut l'un des moments les plus difficiles de sa formation. Lors d'une garde aux urgences, une petite fille fut amenée, sale, mal nourrie, avec des yeux effrayés qui refusaient de croiser le regard des adultes. Trouvée dans un parc, expliqua l'assistante sociale qui l'accompagnait. Elle ne parle pas. Pas de papier. On pense qu'elle est dans la rue depuis un certain temps. Émilie sentit le monde s'arrêter un instant. C'était comme regarder dans un miroir de son passé. Comme si, d'une certaine manière, la fille qu'elle avait été s'était matérialisée devant elle. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de l'enfant avec un soin supplémentaire. Elle ne posa pas de questions inutiles, n'exigea pas de réponse. Elle expliqua simplement chaque étape de l'examen avant de le faire, demanda la permission par des gestes clairs, offrit des sourires doux. À la fin, la petite fille n'avait toujours pas parlé, mais son corps était moins tendu, ses yeux un peu moins paniqués. « Tu es douée avec les enfants difficiles », remarqua un résident, impressionné. Émilie hocha simplement la tête, ne le corrigeant pas sur le fait que l'enfant n'était pas astérisque difficile astérisque. Elle était une survivante. Comme Émilie l'avait été. Cette nuit-là, dans son petit appartement près du campus, Émilie pleura. Elle pleura pour cette petite fille à l'hôpital, pour son propre moi d'enfant, pour chaque enfant perdu dans les rues. Puis, essuyant ses larmes, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle transforma la douleur en un but renouvelé. Le lendemain matin, elle s'inscrivit pour des gardes supplémentaires en pédiatrie. Dans ces rares moments de calme, Émilie réfléchissait encore à son parcours. D'où elle venait, où elle allait. Comment les épreuves qu'elle avait traversées, même les plus douloureuses comme la perte de Clara Hara, l'avaient d'une manière ou d'une autre façonné en la personne et le médecin qu'elle devenait. Dans sa dernière année de médecine, alors qu'elle se préparait aux examens de l'internat, Émilie prit une décision. Elle se spécialiserait en médecine d'urgence. C'était la première ligne, là où des vies pouvaient être sauvées, où les gens les plus vulnérables recevaient une aide immédiate, où chaque minute comptait. Et peut-être, juste peut-être, un jour serait-elle là pour un autre enfant des rues qui avait besoin non seulement de soins médicaux, mais de ce simple regard de reconnaissance. Le regard qui disait « Je te vois comme une personne, pas comme un problème ». Lorsqu'Émilie reçut son diplôme de médecine, Robert était au premier rang, applaudissant les larmes aux yeux. À côté de lui, un siège vide symbolisait Clara Hara, présente en esprit. Lors de la petite célébration après la cérémonie, Robert lui tendit un cadeau soigneusement emballé. « C'est de Clara Hara. Elle voulait que tu l'aies quand tu serais diplômé. » Les doigts tremblants, Émilie ouvrit le paquet. À l'intérieur se trouvait un stéthoscope de haute qualité et une petite carte écrite de l'écriture délicate de Clara Hara, pour Émilie, qui transforme la douleur en guérison. Avec tout notre amour, maman et papa. Serrant Robert dans ses bras, le stéthoscope entre eux, Émilie ressentit une profonde certitude. Le cycle était presque complet. De l'enfant sans nom des rues qui avait été aidé, au docteur Émilie qui pouvait maintenant aider les autres. De quelqu'un qui avait autrefois désespérément besoin d'une main tendue, à quelqu'un qui tendait maintenant ses propres mains. Chaque garde épuisante, chaque nuit blanche à étudier, chaque larme versée en cours de route, tout cela en avait valu la peine. Parce que maintenant, elle pouvait faire pour les autres ce que tant de gens avaient fait pour elle, voir au-delà de leurs circonstances, voir la personne entière, offrir non seulement des soins techniques, mais de la dignité. Et ainsi, pas à pas, la douleur transformée en but, Émilie avançait vers son destin. Son destin qui avait commencé dans les rues alors qu'elle n'était qu'une petite fille perdue, et qui la menait maintenant à aider d'autres personnes qui, comme elle, avaient besoin que quelqu'un leur tende la main au bon moment. La douleur de la perte de Clara Hara ne disparaîtrait jamais complètement, mais Émilie avait appris la leçon la plus importante.
La douleur, lorsqu'elle est reconnue et transformée, devient le carburant le plus puissant. Et avec elle, elle avançait, honorant l'héritage d'amour qu'elle avait reçu et le multipliant avec chaque patient dont elle prenait soin. Astérisque, astérisque, astérisque. 6 années s'écoulèrent. Le temps filait à la vitesse que seule la vie adulte semble connaître. Internat, spécialisation, premiers emplois. Le parcours fut long, mais Emily atteignit enfin son objectif. Dr Emily Carter, maintenant âgée de 29 ans, travaillait au service des urgences de l'hôpital central. Sa blouse blanche portait son nom brodé en petites lettres bleues, à côté d'un badge d'identification avec photo et des clés d'un petit bureau qu'elle partageait avec 2 autres médecins nouvellement embauchés. Ce n'était pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui n'avait autrefois pas de nom, c'était presque un empire. La garde de ce jeudi-là était particulièrement chargée. 3 accidents de voiture, un cas d'intoxication alimentaire et une série de cas de grippe et de fièvre qui ne faiblissaient pas. Emily se déplaçait dans les urgences avec l'efficacité que ses années de formation lui avaient enseignée. Rapide mais pas précipitée, attentive mais pas anxieuse. Dr Carter en salle d'examen 5. Dr Carter en salle d'examen 5. La voix métallique du système de sonorisation l'appela alors qu'elle finissait de suturer le bras d'un adolescent. Après un dernier pansement et de brèves instructions de soins, Emily dit au revoir au patient et se dirigea vers son prochain cas. Sur le dossier, seulement les bases. Patiente féminine, environ 7 ans, trouvée inconsciente dans un parc. Pas de papier, pas de tuteur. Emily prit une profonde inspiration avant d'écarter le rideau. Les cas impliquant des enfants l'affectaient toujours davantage, surtout ceux qui n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Professionnalisme, se rappelait-elle. C'est ce dont la petite fille avait besoin maintenant. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle vit. La fille gisait sur le brancard, si petite qu'elle semblait disparaître sous le drap de l'hôpital. Cheveux sombres emmêlés, visage sale, vêtements usés trop grands pour son corps mince. Une infirmière prenait ses constantes tandis qu'une assistante sociale remplissait des papiers au pied du lit. Constante stable, docteur, rapporta l'infirmière. Elle était déshydratée et hypoglycémique, mais nous traitons cela. Elle s'est brièvement réveillée mais s'est rendormie. Emily hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Sa gorge était soudainement sèche, son cœur battant dans sa poitrine. Avec des mains légèrement tremblantes qu'elle essaya de cacher, elle s'approcha de la fille. Ce n'était pas seulement son apparence qui la choquait. C'était comme si Emily regardait un reflet de son propre passé. Pas physiquement, mais à un niveau plus profond, plus viscéral. Le même abandon, la même vulnérabilité, la même lutte invisible pour survivre un jour de plus. Depuis combien de temps est-elle dans la rue ? Demanda Emily à l'assistante sociale, se forçant à avoir l'air professionnel. Nous ne savons pas exactement. Personne ne l'a réclamé. À en juger par son état, peut-être des semaines, peut-être des mois. Des semaines ? Des mois ? Emily y avait passé des années. Doucement, elle commença l'examen physique. Chaque mouvement était prudent, respectueux. Elle remarqua les petits signes que la plupart des médecins pourraient ignorer. Les callosités sur les mains, les ongles rongés jusqu'au vif, les petites cachettes improvisées dans ses poches déchirées où elle rangeait probablement des miettes. Des signes d'une survivante. Comme elle l'avait été. J'aurais besoin d'examens complémentaires, dit-elle en écrivant dans le dossier avec une main aussi stable que possible. Et prévenez-moi dès qu'elle se réveillera. L'assistante sociale et l'infirmière hochèrent la tête, ne réalisant pas la tempête émotionnelle derrière la façade contrôlée d'Emily. Emily termina son examen, donna les instructions nécessaires et sortit de la zone d'examen d'un pas mesuré. Elle passa devant le poste des infirmières, tourna à droite dans le couloir plus calme menant au vestiaire, et là, dans ce court tronçon de couloir vide, le mur qu'elle avait si soigneusement construit autour de ses souvenirs s'effondra. Les larmes vinrent sans avertissement, silencieuses mais irrépressibles. Emily s'appuya contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir par terre, les genoux ramenés contre sa poitrine, dans une position que son corps se rappelait d'il y a longtemps. Sa blouse blanche, symbole de tout ce qu'elle avait accompli, absorbait maintenant des larmes versées à la fois pour la petite fille sur ce brancard et pour l'enfant qu'elle avait elle-même été. Pendant un instant, elle n'était plus le docteur Carter. Elle était juste Emily, l'enfant sans nom des rues, se permettant enfin de ressentir toute l'étendue de ce à quoi elle avait survécu. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait rencontré cet enfant des rues. Emily continua à suivre le dossier de la fille, maintenant placée sous la garde des services sociaux. Elle lui rendit visite quelquefois, apportant des livres et de petits cadeaux. Elle essayait de garder une distance émotionnelle, mais c'était impossible. La petite Mia,
comme on l'avait temporairement nommé, avait réveillé quelque chose d'endormi chez Émilie. C'était un mardi soir pluvieux de début novembre. Étonnamment, les urgences de l'hôpital central étaient calmes pour une nuit d'orage. Émilie venait de traiter un cas d'asthme aigu lorsque les portes de secours s'ouvrirent en grand. Victime d'accident. Polytraumatisé, possible hémorragie interne, tension en baisse. Cria un ambulancier en poussant un brancard dans le couloir. Émilie se déplaça instinctivement pour rejoindre l'équipe. Le docteur Harrison, le chef des urgences, était déjà là, prenant les choses en main. Femme, environ 45 ans. Collision frontale avec un poteau après avoir dérapé sur la route mouillée. Bref perte de connaissance sur les lieux, s'est réveillée pendant le transport. Tension 90/60e et en baisse, fréquence cardiaque 120, saturation au 2,94% sous oxygène supplémentaire. Alors qu'il transférait la patiente du brancard de l'ambulance au lit de traumatologie, Émilie eut son premier aperçu du visage de la femme. Il était partiellement couvert par un masque à oxygène, du sang provenant d'une coupure au front tachant ses traits. Mais quelque chose dans ce visage lui semblait étrangement familier. Une sensation inconfortable s'installa au plus profond de son esprit. « On va avoir besoin d'un scanner abdominal urgent », dit Harrison en palpant l'abdomen distendu de la femme. « Possible rupture de la rate ou du foie. Groupez-la et préparez 3 culots. Radio thorax et bassin. Docteur Carter, posez la voie centrale, s'il vous plaît. » Émilie s'avança avec le kit de voie centrale tandis qu'une infirmière découpait le chemisier de la patiente. Un objet métallique se balança sur le côté, précédemment caché par le tissu taché de sang. Un pendentif en argent avec une pierre claire au centre. Le monde sembla s'arrêter. Le bruit autour d'elle ou les moniteurs bipant, l'équipe criant des ordres, le bourdonnement constant de l'hôpital, se transforma en un murmure lointain. Émilie se figea, les yeux rivés sur ce pendentif. La pierre, qui changeait subtilement de couleur sous les lumières de l'hôpital, semblait maintenant bleu ciel. Docteur Carter. La voix centrale. La voix de Harrison la ramena à la réalité. Pardon. Elle se força à bouger, à rester professionnelle, tandis que son esprit traitait ce qu'elle voyait. Ce ne pouvait pas être? Après toutes ces années? Était-ce juste une coïncidence? Combien de pendentifs en argent avec des pierres bleutées y avait-il dans le monde? Les mains légèrement tremblantes, Émilie inséra le cathéter dans la veine jugulaire de la patiente. Tout en travaillant, elle observa plus attentivement le visage de la femme. Il était plus âgé, ridé, les cheveux différents, mais... Nom de la patiente, demanda Émilie, essayant de garder sa voix ferme. Permis de conduire trouvé sur les lieux. Une infirmière passa une carte d'identité en plastique à une autre pour l'enregistrement. Grace Lawson, 47 ans. Grace. Le deuxième choc fut encore plus grand que le premier. Émilie sentit ses jambes flageoler un instant, mais elle resta droite. Professionnalisme avant tout. La patiente, Grace, avait besoin d'elle maintenant. Le scanner montre une lacération splénique avec saignement actif et un petit hémopéritoine, annonça le radiologue en entrant dans la salle de traumatologie avec les images. Elle a besoin d'être opérée, maintenant, dit Harrison. Bip le chirurgien général. Le docteur Wells devrait être de garde, ordonna-t-il. Le docteur Wells est parti pour une urgence à l'hôpital. Accident impliquant plusieurs véhicules, répondit l'infirmière en chef. Le docteur Ramirez couvre, mais il est au milieu d'une cholécystectomie compliquée. Harrison fronça les sourcils, réfléchissant rapidement. Combien de temps avant que Ramirez soit libre? Au moins 1 heure. Peut-être plus. Elle n'a pas 1 heure, intervint Émilie, sa voix étonnamment stable. Sa tension continue de chuter malgré les fluides. L'hémorragie s'accélère. Harrison la regarda, évaluant la situation. Émilie était relativement nouvelle dans le personnel, mais elle avait complété un internat de chirurgie générale avant de se spécialiser en médecine d'urgence. Il n'était pas inhabituel que les médecins urgentistes ayant une formation chirurgicale interviennent en cas de besoin. Vous sentez-vous à l'aise pour opérer, docteur Carter? La question resta en suspens pendant 1 seconde. Émilie regarda Grace, à nouveau inconsciente, pâle, son pendentif argenté maintenant éclaboussé de gouttes de sang. Le même pendentif qui avait brillé pour elle une nuit lointaine, alors qu'elle n'était qu'une fille affamée dans les rues. La femme qui avait changé son destin par un seul acte de gentillesse dépendait maintenant d'elle. Oui, monsieur. Je suis prête. 40 minutes plus tard, Émilie était au bloc opératoire, en tenue, debout au-dessus de l'abdomen ouvert de Grace.
Une splénectomie était une procédure qu'elle avait effectuée de nombreuses fois pendant son internat. Techniquement, ce n'était pas compliqué pour quelqu'un avec ses compétences. Mais elle n'avait jamais opéré quelqu'un qui signifiait autant pour elle. Plus de saignements que prévu, nota l'infirmière instrumentiste en aspirant le sang du champ opératoire. Émilie hocha la tête, restant concentrée. Ses mains travaillaient avec précision, isolant et ligaturant les principaux vaisseaux spléniques avant de retirer la rate endommagée. Chaque mouvement était délibéré, chaque choix fait avec une clarté qui la surprenait même elle-même. Tension en train de se stabiliser, annonça l'anesthésiste. Excellent travail, docteur. 2 heures plus tard, Émilie fermait la dernière couche de l'incision. La procédure était un succès. La rate endommagée était retirée, le saignement contrôlé, les constantes de graisse stables. Nous allons la transférer en soins intensifs pour les prochaines 24 heures, ordonna Émilie à l'équipe. Je veux des mises à jour immédiates sur tout changement. Alors qu'elle retirait ses gants et son masque chirurgical, une infirmière s'approcha. Vous la connaissez? La patiente? Émilie hésita, ne sachant comment répondre. Comment expliquer que cette femme était la raison pour laquelle elle se tenait là aujourd'hui, portant cette blouse blanche, sauvant des vies? Oui, répondit-elle simplement. D'il y a très longtemps. Après l'opération, Émilie ne rentra pas chez elle, même si sa garde était terminée. Elle resta à l'hôpital, surveillant les constantes de graisse, examinant les scanners, vérifiant chaque détail de son rétablissement. Tôt le lendemain matin, le médecin des soins intensifs lui dit que Grace commençait à se réveiller de l'anesthésie. Émilie, qui s'était assoupie dans un fauteuil du salon des médecins, se rendit immédiatement à son chevet. Grace était pâle, connectée à des tubes et des moniteurs, ses cheveux maintenant parsemés de gris étalés sur l'oreiller. Le pendentif avait été retiré pour l'opération, conservé avec ses effets personnels. Émilie tira une chaise et s'assit près du lit, observant le visage de la femme, cherchant la connexion avec le lointain souvenir qu'elle gardait. Oui, c'était elle. Les mêmes yeux, fermés maintenant. Les mêmes contours doux du visage, maintenant avec plus de rides. La même présence qui, même en silence, dégageait un calme inexplicable. Lentement, les yeux de Grace commencèrent à papillonner sous ses paupières. Après un moment, ils s'ouvrirent. Désorientés au début, puis se concentrant progressivement sur le plafond, les murs, et enfin sur Émilie. « Bonjour », dit doucement Émilie. « Je suis le docteur Carter. Vous êtes à l'hôpital central. Vous avez eu un accident de voiture et avez eu besoin d'une opération, mais vous allez vous en sortir. » Grace essaya de parler, mais sa gorge était sèche à cause de l'intubation. Émilie lui offrit quelques copeaux de glace, qu'elle accepta d'un léger hochement de tête. « L'accident ?» réussit à dire Grace après un moment, la voix rauque. « La pluie, j'ai dérapé. » « Oui, » confirma Émilie. « Votre voiture a heurté un poteau. Vous aviez une hémorragie interne due à une lésion de la rate. Mais nous avons opéré et l'hémorragie est sous contrôle. Vous irez bien. » Grace hocha faiblement la tête, trop fatiguée pour en dire plus. Pourtant, ses yeux restèrent sur Émilie, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose. « Reposez-vous maintenant, » dit Émilie en ajustant son oreiller. « Je serai dans les parages si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Tout au long de la journée, Émilie vérifia fréquemment Grace entre ses autres patients. La femme dormit la plupart du temps, se remettant encore des effets combinés du traumatisme et de la chirurgie. À chaque visite, Émilie vérifiait les constantes, ajustait les médicaments et s'arrêtait un instant pour simplement regarder ce visage qui signifiait tant. En fin d'après-midi, Émilie entra dans la chambre pour trouver Grace éveillée, légèrement redressée dans le lit, semblant plus alerte. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en examinant le moniteur cardiaque. « Comme si on m'avait roulé dessus » répondit Grace avec un petit sourire courageux. « Mais mieux qu'avant. »« Merci, docteur. » Émilie hésita, le cœur battant. Était-ce le bon moment? Devait-elle dire quelque chose? Comment expliquer ce que cette femme signifiait pour elle sans avoir l'air complètement déplacée? Prenant une décision, Émilie ouvrit le tiroir de la table de chevet et en sortit le pendentif en argent, qu'elle avait demandé aux infirmières de garder là, prêt à être rendu. « Ceci est à vous », dit-elle en le tendant à Grace. Les yeux de la femme s'illuminèrent à la vue du pendentif. « Mon porte-bonheur, je pensais l'avoir perdu dans l'accident. »« Il est très joli », commenta Émilie, remarquant comment Grace passait son pouce sur la pierre, exactement comme elle le faisait il y a tant d'années. La pierre change de couleur avec la lumière. « C'était le cadeau de ma grand-mère », et expliqua Grace, contemplant le pendentif avec affection.
Elle disait que c'était un petit bout de ciel, pour me rappeler de toujours lever les yeux, même les jours difficiles. Les mêmes mots. Émilie sentit son souffle se couper un instant. Ce n'était pas seulement le pendentif qui était réel. Tout ce qu'elle avait chéri de cette nuit était réel, jusqu'au détail. Grace étudia Émilie plus attentivement maintenant, inclinant légèrement la tête. « Je suis désolé, nous sommes-nous déjà rencontrés? Votre visage me dit quelque chose. » Émilie s'assit sur le bord du lit, rassemblant son courage. Elle prit la main de Grace dans la sienne, sentant le contraste entre sa peau plus jeune et celle de la femme plus âgée. 23 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit dans la ruelle. Vous m'avez aidé une fois. Maintenant, c'était mon tour de vous aider. Grace fronça les sourcils, confuse. Ses yeux parcoururent le visage d'Émilie, cherchant une connexion, un souvenir. Je ne me souviens pas quand j'aurais pu aider un médecin, dit-elle avec hésitation. Ce n'est pas un médecin que vous avez aidé, dit doucement Émilie. C'était une petite fille. Il y a très longtemps. Dans une ruelle derrière un restaurant italien. Vous l'avez emmenée manger dans un restaurant ouvert 24h24 et lui avez donné une couverture argentée. Les yeux de Grace s'écarquillèrent, une étincelle de reconnaissance s'y allumant. Sa main se resserra autour de celle d'Émilie. Vous? Émilie hocha la tête, des larmes se formant. Je n'avais pas de nom à l'époque. Je n'avais rien. Vous avez été la première personne qui m'a vu, et qui m'a vraiment vu. Grace leva sa main libre pour couvrir sa bouche, stupéfaite. Mon Dieu! La petite fille dans la ruelle? J'ai pensé à toi si souvent au fil des ans. Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé, si tu allais bien. Je vais bien, sourit Émilie à travers ses larmes. Je vais vraiment bien. Et je suis ici, parce que vous étiez là cette nuit-là. Même dans son état affaibli, Grace tenta de se redresser, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Émilie. Des larmes étaient là aussi, maintenant. Comment est-ce possible? Émilie serra plus fermement la main de Grace. C'est une longue histoire. Mais j'ai le temps de la raconter, si vous voulez l'entendre. Grace hocha la tête, l'étonnement clair sur son visage. S'il te plaît. Je veux tout savoir. Alors que le soir tombait à l'extérieur des fenêtres de l'hôpital, Émilie commença à raconter son histoire. Le refuge. L'adoption. L'école. La faculté de médecine. À chaque étape du récit, Grace serrait sa main, comme pour confirmer que c'était réel, que ce moment extraordinaire se produisait vraiment. Alors, tu es devenu médecin pour rendre l'appareil, murmura Grace quand Émilie fit une pause. Pour rendre l'appareil, oui. Pour faire pour les autres ce que vous et tant de personnes avez fait pour moi. Pour être la différence dans la vie de quelqu'un, comme vous l'avez été dans la mienne. Grace regarda à nouveau le pendentif, puis de nouveau Émilie. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une reconnaissance profonde, comme si elle pouvait enfin voir l'enfant effrayé à l'intérieur du médecin confiant. Tes yeux, murmura Grace. Il y a quelque chose de si familier? Émilie sourit, comprenant. Malgré tous les changements, toutes les transformations, quelque chose était resté. Une essence. Ce premier lien entre deux âmes qui s'étaient rencontrées par une nuit froide, il y a tant d'années. Reposez-vous maintenant, dit doucement Émilie en ajustant les couvertures autour de Grace. Nous parlerons plus demain. J'ai tant à vous raconter. Et cette fois, nous ne perdrons pas contact. Grace serra sa main une dernière fois avant de fermer les yeux, épuisée mais arborant un léger sourire. Le pendentif argenté reposait sur sa poitrine, sa pierre captant la douce lueur des lumières de l'hôpital. Émilie resta quelques minutes observant la femme qui avait, sans le savoir, changé le cours de sa vie. Une boucle s'était bouclée. L'enfant sans nom des rues était devenu le médecin sauvant la vie de sa bienfaitrice. Le remboursement était complet. Mais Émilie savait que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Astérisque, astérisque, astérisque. Le matin apporta une clarté nouvelle dans la chambre d'hôpital. De doux rayons de soleil filtraient à travers les stores entr'ouverts, projetant des lignes dorées sur le sol et les murs blancs. C'était le 3e jour d'hospitalisation de Grace, et son rétablissement progressait bien. Émilie entra dans la chambre, portant un petit bouquet de marguerites jaunes. Elle n'était pas de service, mais elle était venue spécialement pour voir Grace. Les fleurs étaient une touche personnelle, quelque chose qui dépassait la relation médecin-patient habituelle, entrant dans un territoire qu'elles étaient encore en train de définir. Grace était assise dans son lit, des oreillers calés derrière elle. La pâleur post-opératoire commençait à s'estomper, remplacée par une légère rougeur sur ses joues. Ses cheveux châtains grisonnants étaient attachés en un chignon improvisé,
et elle feuilletait un magazine sans grand intérêt. Quand elle vit Émilie, son visage s'illumina. « Bonjour », sourit Émilie en plaçant les fleurs dans un vase sur la table de chevet. « J'ai apporté un peu de couleur pour la chambre. »« Elles sont magnifiques », répondit Grace, l'observant avec une intensité nouvelle. La confusion initiale post-chirurgie avait laissé place à une conscience plus aiguë, une reconnaissance plus profonde qui grandissait d'heure en heure. Émilie jeta un coup d'œil au dossier au pied du lit, lisant les notes de l'infirmière de nuit. « Vos constantes sont excellentes. L'incision guérit bien. Comment va la douleur aujourd'hui ?»« Gérable », répondit Grace, mais ses yeux ne quittaient pas le visage d'Émilie. Il y avait quelque chose dans son regard, une curiosité, une recherche. Émilie sentit le poids de ce regard tandis qu'elle arrangeait les fleurs, redressait la table, vérifiait la perfusion, des gestes routiniers de médecin qui l'aidaient à stabiliser ses mains tremblantes. Elles avaient brièvement parlé la veille, mais Grace était encore sous l'influence des analgésiques, trop somnolente pour traiter pleinement la révélation extraordinaire d'Émilie. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, toutes deux étaient pleinement présentes. « Tu n'es pas de service aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Grace, remarquant l'absence de la blouse blanche d'Émilie, remplacée par un simple chemisier et un jean. « Non, » admit Émilie, s'asseyant enfin dans le fauteuil près du lit. « Je suis juste venue te voir. » Un moment de silence s'étira entre elles, non pas gênant, mais chargé de sens, de possibilités. « À propos d'hier soir ?» commença Émilie, incertaine de la manière de procéder. « Alors, ce n'était pas un rêve », l'interrompit doucement Grace. « Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai pensé que j'avais peut-être imaginé ça. Que les médicaments m'avaient fait confondre les choses. » Émilie secoua la tête. « Ce n'était pas un rêve. » Grace tendit la main, une invitation silencieuse qu'Émilie accepta, entrelaçant leurs doigts. Pendant un long moment, Grace se contenta de regarder Émilie, étudiant chaque détail de son visage avec l'intensité de quelqu'un essayant de connecter le présent et le passé, le médecin à l'enfant affamé d'il y a si longtemps. « Tu as les yeux de cette fille », dit enfin Grace, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Quelque chose dans ces mots brisa la dernière barrière. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes, et un sourire tremblant apparut sur ses lèvres. Rien d'autre n'avait besoin d'être dit. Cette simple phrase confirmait tout. Grace se souvenait vraiment. La connexion était réelle. Et le chemin extraordinaire qui les avait menés à cette chambre d'hôpital n'était pas seulement le fruit de l'imagination d'Émilie. Le silence qui suivit parlait volume. Mains jointes, regard verrouillé, respiration synchronisée. Tout indiquait des retrouvailles qui transcendaient les mots. Une tendresse presque tangible emplit l'air, comme si l'univers s'était mis en pause pour laisser cette boucle se boucler. « J'ai gardé la couverture », murmura enfin Émilie, la voix épaisse d'émotion. « Toutes ces années. » Grace serra sa main. « Et moi, je n'ai jamais oublié ton visage. Pendant des années, je suis retournée dans ce quartier, demandant après une petite fille aux cheveux noirs. Mais les gens allaient et venaient, personne ne te connaissait. » Émilie déglutit difficilement, imaginant Grace retournant dans ces mêmes ruelles, ces mêmes rues, cherchant un enfant qui n'était plus là. « Quelques semaines après notre rencontre, je me suis évanouie près d'un marché, » expliqua Émilie. « Une assistante sociale m'a trouvée et m'a emmenée dans un refuge. C'est là que ma vie a commencé à changer. » Grace écoutait attentivement, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Émilie. Il y avait une fin dans son regard pour cette histoire, pour ces pièces manquantes qui comblaient des décennies d'interrogations. Le refuge était un bon endroit ? Émilie hocha la tête. Oui. Propre, sûr. Il y avait des gens gentils là-bas. Une femme nommée Madame Martha, surtout. Elle avait un don spécial avec les enfants effrayés comme moi. Et après ça, puis est venue la meilleure partie. Émilie sourit en essuyant une larme. Clara et Robert m'ont adopté. Un couple formidable qui m'a donné un foyer, une famille. C'est Clara qui m'a nommé Émilie. Grace sourit. Émilie. Ça te va bien. Ils ont changé ma vie. M'ont donné la stabilité, l'éducation, l'amour. Robert est toujours en vie, mais Clara... Émilie marqua une pause, la douleur toujours vive. Clara est morte d'un cancer quand j'étais au lycée. Grace serra sa main en signe de sympathie silencieuse. C'était dur, continua Émilie. Mais quelque chose que Clara disait toujours, c'est que je savais transformer la douleur en but. Et elle avait raison. Sa mort n'a fait que renforcer ma détermination à devenir médecin. Émilie fit une pause pour rassembler ses pensées. Il y avait tant à raconter, tant d'années à condenser en mots. Je n'ai jamais oublié votre geste. Après cette nuit, j'ai été adoptée,
et j'ai décidé que je voulais être médecin pour pouvoir aider les gens comme vous m'avez aidé. » Les mots sonnaient comme une confession, simple et sincère. Grace ferma les yeux, des larmes coulant librement sur ses joues. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis d'une émotion qu'Émilie ne pouvait pas entièrement nommer, fierté, joie, et peut-être une certaine incrédulité face aux mystérieuses voies de la vie. « Je n'en avais aucune idée, » murmura Grace. « Je n'ai jamais imaginé que cette nuit signifierait autant. »« Comment auriez-vous pu savoir ?» sourit Émilie. « Pour vous, ce n'était qu'un moment de gentillesse parmi tant d'autres, j'imagine. » Grace secoua la tête. « Non. Ce n'était pas juste un moment. Cette nuit a changé quelque chose en moi aussi, Émilie. » C'était la première fois que Grace prononçait son nom, et le son avait une résonance intime, comme un mot secret qu'elle seule partageait. « Après cette nuit, » continua Grace, « j'ai commencé à penser davantage aux enfants comme toi. À combien devaient être là, dehors, seuls, affamés. J'ai commencé à faire des dons à des refuges. D'abord de petites sommes, puis de plus grosses, une fois que mes finances se sont améliorées. » Émilie écouta, surprise. Elle n'avait jamais envisagé que sa brève rencontre ait pu avoir un impact sur Grace également. « Il y a 10 ans, j'ai créé une fondation, » révéla Grace. « Nous finançons des programmes alimentaires et des logements temporaires pour les enfants des rues. » Émilie se sentit submergée par l'émotion. Leur cercle était plus complet qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Non seulement Émilie avait consacré sa vie à rembourser la gentillesse de Grace, mais Grace avait fait de même, multipliant ce premier acte en une vague continue d'aide pour d'autres enfants. « Le centre Newdown ?» demanda soudain Émilie, faisant le lien. Le centre était bien connu à l'hôpital, de nombreux enfants vulnérables y étaient référés. Grace hocha la tête. « Oui. C'est mon projet principal maintenant. »« J'y ai référé des patients, » dit Émilie, stupéfaite de la coïncidence. « Je n'ai jamais su que ça avait un lien avec vous. »« Le monde est plus petit qu'on ne le pense, » sourit Grace. « Ou peut-être que certaines rencontres sont vraiment écrites dans les étoiles. » Une infirmière entra pour vérifier les constantes de Grace, interrompant brièvement leur conversation. Émilie profita de ce moment pour se ressaisir, pour traiter tout ce qu'elle apprenait. Quand elles furent à nouveau seules, Grace reprit, « Raconte-moi plus sur ta vie, Émilie. Je veux tout savoir. » Et Émilie le fit. Elle lui parla des années avec Clara Hara et Robert, des défis de l'adaptation, de comment elle avait appris à faire à nouveau confiance. Elle parla de l'école, des amis, des difficultés académiques. Elle décrivit la douleur de la perte de Clara Hara et comment cela avait failli faire dérailler ses rêves, mais avait finalement renforcé sa détermination. Elle parla de la faculté de médecine, des nuits épuisantes de l'internat, de son travail en médecine d'urgence. Enfin, elle partagea des histoires de ses patients, en particulier des enfants vulnérables qui touchaient toujours son cœur d'une manière spéciale. Grace écouta avec une attention indéfectible, absorbant chaque détail, posant occasionnellement des questions qui révélaient non seulement de la curiosité, mais un désir profond de connaître vraiment la femme que cette petite fille perdue était devenue. « Et cette fille que tu as traitée récemment ? Celle qui t'a fait pleurer dans le couloir ?» demanda Grace, se rappelant un détail qu'Émilie avait brièvement mentionné la veille. Émilie soupira. « Maya. Elle me rappelait tellement moi-même. C'était comme voir mon passé dans un miroir. Elle est dans le système maintenant, mais j'ai suivi le dossier. Ce n'est pas facile de trouver des familles pour les enfants plus âgés. » Un silence pensif s'ensuivit. Puis Grace dit, « Ma fondation a un programme de mentorat pour les enfants comme elle. Peut-être pourrions-nous aider, une fois que je serai sortie d'ici. » Émilie sentit quelque chose s'agiter en elle. Une idée. Une possibilité. Un nouveau départ. « Et si nous faisions plus ?» proposa-t-elle, sa voix s'accélérant d'excitation. « Et si nous combinions mes connaissances médicales avec tes programmes sociaux ? Nous pourrions créer quelque chose de spécifique pour les enfants des rues. Soins préventifs, soutien nutritionnel, aide psychologique. » Grace se redressa, ignorant une brève pointe de douleur, ses yeux brillants. « Un programme intégré ?» ajouta-t-elle, reprenant l'idée et l'élargissant. « Pas seulement traiter les maladies en aval, mais les prévenir. Voir l'enfant dans sa globalité, pas seulement ses symptômes. » « Exactement, » dit Émilie, animée. « Je pourrais recruter des collègues, former une équipe médicale bénévole. Tu as l'expérience administrative, les contacts avec les travailleurs sociaux ? Nous pourrions commencer par un projet pilote, » continua Grace, son enthousiasme évident. « Peut-être une clinique mobile pour atteindre les enfants qui ne viendront pas à nous. Puis étendre à partir de là. »
La conversation coula dans un flot d'idées qui semblaient prédestinées. C'était comme si chaque expérience de la vie d'Émilie, chaque compétence de Grace, avait été développée précisément pour ce moment de convergence. Ce n'était pas seulement la gratitude qui les animait, c'était quelque chose de plus. Un but partagé, né de chemins séparés qui maintenant s'unissaient. Grace, dit Émilie en prenant les deux mains de la femme plus âgée. Quand vous avez dit que certaines rencontres sont écrites dans les étoiles, je crois que vous aviez raison. Il n'y a aucun moyen que ce soit juste une coïncidence que vous ayez atterri dans mes urgences, sur ma table d'opération, après toutes ces années. Grace sourit, serrant les mains d'Émilie. Ce n'est pas une coïncidence, Émilie. C'est la fermeture d'un cercle qui a commencé cette nuit-là au restaurant. Et le début d'un nouveau, ajouta Émilie. À cet instant, médecin et patiente, bienfaitrice et bénéficiaire, femme adulte et l'enfant qu'elle avait été où toutes ces étiquettes s'estompèrent. Elles n'étaient que deux personnes se regardant avec une profonde reconnaissance d'âme qui, d'une manière mystérieuse, avaient toujours été connectées. Le passé n'avait plus à être une ombre ou un mystère. Il était là, révélé entre elles, illuminé par un amour et une gratitude qui transcendaient le temps. Et l'avenir, ce nouveau chemin qu'elle traçait, brillait de possibilités. « Tu sais ce que Clara me disait ?» demanda doucement Émilie après un moment de pause. « Quoi ? Que la famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Ce sont les gens qui entrent dans votre vie, parfois brièvement, mais qui laissent des marques durables sur votre cœur. » Grace hocha la tête, une larme solitaire glissant sur sa joue. Elle devait être une femme très sage, ta Clara. Elle l'était, acquiesça Émilie. Et elle aurait adoré te rencontrer. La femme qui a sauvé la petite fille qui est devenue sa fille. Les deux femmes restèrent ainsi longtemps, mains enlacées, yeux connectés, cœurs ouverts, dans la chambre d'hôpital silencieuse éclairée par le soleil matinal. Le passé rencontrait le présent, tissant les premiers fils d'un nouvel avenir ensemble. Un avenir dans lequel ce premier repas partagé dans un restaurant, il y a tant d'années, continuerait à nourrir non seulement leur vie, mais celle d'innombrables enfants qui, comme Émilie, n'avaient besoin que de quelqu'un pour s'arrêter et demander « As-tu faim ?» Astérisque, astérisque, astérisque. 2 années passèrent depuis ces retrouvailles à l'hôpital. 2 printemps, 2 automnes, 2 cycles complets du soleil, apportant avec eux une amitié qui s'épanouit avec l'aisance de quelque chose qui avait toujours été destiné à être. Émilie et Grace devinrent inséparables. Pas comme des adolescentes qui s'accrochent constamment l'une à l'autre, mais d'une manière plus mature, plus profonde. Le genre de lien qui n'a pas besoin d'un contact quotidien pour rester vivant, bien qu'elles choisissent de se voir souvent. Dîners hebdomadaires chez l'une ou l'autre, messages textes pendant la journée partageant de petites victoires ou frustrations, appels tard le soir quand Émilie sortait d'une garde difficile, ayant besoin de la voix apaisante de Grace pour lui rappeler pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. « Tu en as encore sauvé un aujourd'hui », disait Grace lors de ses appels, sa voix comme un baume. « Tu fais une différence, Émilie. » Faire une différence. C'était ce à quoi toutes deux travaillaient maintenant, ensemble. Le projet qu'elles avaient imaginé dans la chambre d'hôpital 2 ans plus tôt avait maintenant un nom, une structure et une portée bien plus grande qu'elles ne l'avaient jamais imaginé. Le Centre médical Nouveau Chemin, une clinique communautaire spécialisée dans les soins aux enfants et adolescents à risque. Ce qui avait commencé comme un service de soins de santé de base s'était rapidement étendu pour inclure des conseils psychologiques, des conseils nutritionnels, un soutien scolaire et des programmes de mentorat. Grace mit à profit son expérience administrative et ses contacts. Émilie recruta des collègues médecins, infirmières et autres professionnels de la santé prêts à donner quelques heures chaque semaine. Robert, le père adoptif d'Émilie, maintenant à la retraite, faisait du bénévolat 3 fois par semaine, enseignant les mathématiques et les sciences aux enfants qui recevaient rarement une attention individuelle à l'école. Le projet grandit organiquement, attirant des sympathisants grâce à sa transparence et ses résultats clairs. En 2 ans, plus de 300 enfants avaient été servis. Certains venaient une fois et ne revenaient jamais. D'autres devinrent des habitués, tissant des liens avec le personnel. Maya, la fille qu'Émilie avait traitée juste avant de retrouver Grace, fut parmi les premières bénéficiaires. Maintenant âgée de près de 10 ans, elle avait été adoptée par un couple qui avait appris l'existence du centre grâce à une campagne de sensibilisation publique. Émilie la voyait régulièrement pour des contrôles, s'émerveillant de la façon dont l'enfant effrayé s'était transformé en une gamine confiante et bavarde. Un jeudi après-midi, Émilie quitta le centre plus tôt que d'habitude. Un rendez-vous avait été annulé, laissant un rare créneau libre dans son emploi du temps chargé. Elle décida de faire une courte promenade avant de prendre le métro pour rentrer chez elle, profitant du doux temps du début de l'automne.
Le centre se trouvait dans un quartier de la ville qui n'était pas le plus pauvre, mais qui comptait encore des poches de difficultés parmi les immeubles rénovés et les commerces émergents. Un quartier en mutation, où les familles luttaient pour suivre la hausse des loyers et où les petites boutiques familiales côtoyaient les cafés branchés. Émilie marchait distraitement, pensant à la réunion à venir avec Grace le lendemain pour discuter de l'expansion du programme dentaire, quand quelque chose ou quelqu'un attira son attention. Une petite fille était assise seule sur le trottoir devant un magasin fermé. Elle ne semblait pas avoir plus de 7 ans. Elle portait des vêtements simples mais propres, bien que le manteau fût clairement trop grand pour sa petite silhouette. Ses cheveux sombres étaient tirés en une queue de cheval improvisée, et elle serrait ses genoux contre sa poitrine, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. Émilie ralentit le pas, observant. L'enfant n'avait pas l'air de mendier. Elle n'avait pas l'expression vide de quelqu'un qui était là depuis longtemps. C'était plutôt comme si elle attendait quelqu'un, ou avait peut-être juste trouvé un endroit pour se reposer. Des années de travail avec des enfants vulnérables avaient aiguisé les instincts d'Émilie. Quelque chose dans la posture de la fille, la façon rapide dont ses yeux scannaient chaque passant, laissait deviner une vigilance constante. Le mode survie. Émilie savait qu'elle devait être prudente. Aborder un enfant dans la rue pouvait l'effrayer, pire, paraître suspect aux autres adultes. Mais elle savait aussi ce que la peur et la faim faisaient à un enfant. Elle le savait parce qu'elle s'en souvenait. Faisant confiance à son instinct, Émilie s'approcha lentement, gardant ses mouvements non menaçants. Elle resta à une distance respectueuse et sourit doucement. « Salut », dit-elle d'une voix douce. La fille leva les yeux, instantanément sur ses gardes. Ses grands yeux marron foncé jaugèrent Émilie, l'évaluant avec la rapidité fulgurante que seul un enfant des rues développe. « Tu attends quelqu'un » demanda Émilie, gardant sa voix basse. La fille ne répondit pas, se contentant de la regarder. Pas exactement effrayée, mais définitivement méfiante. Émilie remarqua les joues légèrement creusées, les poignets fins, les pieds nerveux dans des baskets usées. Elle voyait sa propre histoire se répéter sous ses yeux. « As-tu faim » Les mots sortirent naturellement, comme s'ils avaient une vie propre. Comme si l'univers était à nouveau en train de boucler une boucle à travers elle. La fille hésita, clairement tiraillée entre le besoin et la méfiance. Finalement, elle fit un petit hochement de tête. Émilie sourit et sortit de son sac un sandwich au fromage emballé et une petite bouteille d'eau qu'elle avait achetée en allant au travail mais n'avait pas utilisée. Elle les tendit à la fille, sans se rapprocher. « C'est du fromage », dit-elle en indiquant le sandwich. « Tu aimes le fromage » Autre léger hochement de tête. « Vas-y. Je ne m'approcherai pas plus si tu ne veux pas. » La fille se pencha en avant, attrapa vivement la nourriture et l'eau, puis se recula, sans jamais quitter Émilie des yeux. « Je m'appelle Émilie », dit-elle en s'asseyant sur le trottoir, mais en gardant plusieurs pieds de distance entre elles. « Je suis médecin au centre Nouveau Chemin, juste là. Tu en as entendu parler ?» La fille secoua la tête. « Non. » Elle déballa soigneusement le sandwich, l'inspectant avant de prendre une petite bouchée. « C'est un endroit sympa », continua Émilie. « Il y a des médecins, des professeurs, des gens qui aident les enfants. Si jamais tu veux passer, c'est le bâtiment jaune avec l'arbre peint sur la façade. » Émilie n'insista pas, ne posa pas de questions indiscrètes. Elle resta juste assise là, laissant la fille manger en paix, offrant des informations qui pourraient l'aider si et quand elle serait prête. Après quelques minutes, alors que l'enfant avait mangé la moitié du sandwich, elle parla pour la première fois. « Merci. »« De rien », sourit Émilie. « Tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois. » Un silence confortable s'installa. Émilie regardait la vie de la ville s'écouler autour d'elle, les gens se précipitant chez eux après le travail, les cyclistes slalomant dans la circulation, un vendeur ambulant remballant son étal. Elle se souvint de sa propre enfance dans ces mêmes rues, de combien le monde semblait immense et hostile. « Je dois y aller maintenant », dit finalement Émilie en se levant. « Mais je serai au centre demain si tu décides de venir. » Sans pression. La fille hocha la tête, les yeux baissés, concentrée sur la fin de son sandwich. Émilie commença à s'éloigner, puis se retourna. « Oh, il y a toujours un goûter là-bas. Juste pour que tu saches. » Un minuscule sourire incurva les lèvres de la fille, si rapide qu'Émilie faillit le manquer. En se dirigeant vers le métro, Émilie envoya un texto à Grace. « Astérisque, je viens de rencontrer une fille qui me rappelait tellement moi. J'espère qu'elle viendra au centre. Il faudra plus de sandwichs demain, astérisque. » La réponse arriva presque immédiatement. « Astérisque, je serai là avec les sandwichs. Grosse bise, astérisque. »
Émilie sourit à son téléphone, ressentant cette vague familière de gratitude pour l'amitié qu'elle avait trouvée, ou retrouvée, si inopinément. Ce simple acte au crépuscule ou un sandwich, un mot gentil, une main tendue sans rien exiger en retour, était petit comparé aux défis massifs auxquels les enfants comme celui-là étaient confrontés. Émilie le savait mieux que quiconque. Mais elle savait aussi à quel point un petit geste pouvait être puissant. Comment il pouvait planter une graine d'espoir qui, avec le bon moment et les bons soins, deviendrait quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus durable. Après tout, n'était-ce pas ainsi que cela s'était passé pour elle? Un burger, une couverture argentée, un regard de reconnaissance humaine, et toute sa vie avait changé de cap. Le cycle se renouvelait. La roue continuait de tourner. Deux vies qui s'étaient croisées par hasard une nuit, il y a si longtemps, travaillaient maintenant ensemble pour changer le monde. Pas d'un seul coup, pas avec de grands gestes ou des solutions instantanées. Mais progressivement, sincèrement. Un enfant à la fois. Émilie leva les yeux vers le ciel du début de soirée, où les premières étoiles commençaient à apparaître. Elle pensa au pendentif de Grèce, à la pierre qui ressemblait à un bout de ciel. À la façon dont les gens allaient et venaient dans nos vies, parfois brièvement, parfois pour rester, mais laissant toujours une partie d'eux-mêmes derrière eux. Et elle sut, avec une certitude absolue, qu'elle était exactement là où elle était censée être.